Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par 3 des 8 membres de la bande, tous des experts ou des top athlètes reconnus dans le monde du trail. Bonjour et bienvenue à l'une des grandes spécialistes de la prévention et du traitement des blessures en course à pied, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo. Salut Nico, ça faisait longtemps! Ça fait très longtemps et on est content de te voir. À Sabine Erström, notre doctoresse experte de la performance en trail court, qui se lance tranquillement, l'air de rien, sur les longues distances et de belles manières en plus. Salut Sabine. Salut tout le monde, et oui, je vieillis. Et au duc de Savoie, Hugo Ferrari, héros de tout un peuple montagnard après sa victoire éclatante, nette et sans bavure à l'épreuve de 75 km du Grand Trail du Lac devant son frangin Aubin Ferrari. Salut Hugo et bravo. Ouais, salut, c'est moi le meilleur, j'ai gagné. Et je fais un salut Je rigole. amical aux 5 autres membres de la bande au repos aujourd'hui. Ludovic Collet, Corinne Favre, Thomas Laure-Blanchet, Nicolas Martin et Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Vous écoutez la bande à des plus. Au sommaire de ce 15e épisode de la bande AD+, on va parler de Courtney Dowater qui a traversé l'île de la Réunion avec une facilité déconcertante à l'occasion de la 30e édition de la Diagonale des Fous, cette course méga technique de 170 km pour 10 000 mètres de dénivelé positif. Victoire éclatante avec 4h30 d'avance sur la deuxième, la détentrice du record du GR20 en Corse, Anne-Lise Rousset-Séguré. Et rendez-vous compte de la performance, presque 11 heures d'avance sur Sylvaine Cussot, qui est arrivée 5e du classement féminin. Courtney a terminé au pied du podium, 4e au scratch. C'est la première athlète féminine à réaliser le Grand Chelem, autrement dit, à gagner les 4 mythiques 100 miles que sont l'UTMB, la Hard Rock, la Western States et donc la Diagonale des Fous. Courtney est-elle une exception ou bien l'avant-garde du haut niveau de l'ultra-trail au féminin? On spéculera sur le sujet dans quelques instants. Ce sera la question NAC. La saison de trail tire à sa fin, même s'il reste quelques épreuves à l'image de l'Ultra Trail Cape Town en Afrique du Sud et de la Saint-Élion en France, pour ne parler que des grands événements. Et donc, qui dit fin de saison dit coupure. La question nolio de l'épisode est donc toute trouvée. Comment gère-t-on cette coupure? Est-ce qu'on arrête de courir? Est-ce qu'on se repose totalement? Etc, etc. Prenez des notes, Sabine, Florence et Hugo ont plein de conseils à vous donner. La fin de saison est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année. Que vous ayez atteint ou pas vos objectifs, la question se pose. Et maintenant, on fait quoi? Faut-il se fixer dès à présent de nouveaux défis pour ne pas sombrer mentalement dans la peur du vide et la déprime saisonnière? Et quels sont les meilleurs conseils pour structurer la suite? 3 autres rubriques sont également au programme de la bande AD+. Le vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question des performances des sportives lors du cycle menstruel. On fera un arrêt à la station de trail du pays de Saint-Jean-de-Mont en Vendée et on finira par les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande AD+. Nous vous souhaitons une excellente émission enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti. Je vous propose de commencer par un court tour de table pour prendre de vos nouvelles à tous les trois. Je commence avec Florence puisque, on l'a souligné tout à l'heure, tu n'avais plus participé à la bande AD+, depuis l'émission spéciale UTMB cet été, émission que je recommande chaudement à nos auditeurs en passant. Comment tu vas, Flo? La dernière fois qu'on s'est parlé, enfin en tout cas ici à l'antenne, tu étais en fin de préparation pour l'Infernal des Vosges. Exactement, ouais, j'étais en fin de préparation et je m'étais rarement sentie aussi zen et aussi reposée avant d'entamer un ultra. Donc l'Infernal Trail des Vosges, c'est 200 km. Et ben, ça s'est pas passé comme je voulais, dans le sens où j'ai fait 130 km et j'ai bâché. Je crois qu'il y a eu un week-end pourri dans tout l'été 2022 et c'était ce week-end-là. Et c'est vrai qu'à un moment, on est parti sous des trompes d'eau, on a pris l'eau pendant toute la première journée. Alors dans la journée, ça allait parce que quand le soleil sortait, on se réchauffait quand même. Et puis dans la nuit, le brouillard est venu, on voyait plus rien. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'insécurité. J'étais très seule, tombais beaucoup.
Au ravito du 130, je me suis dit, non, je fais pas ça pour ça. Au moment où je repars avec la navette, je me dis, bah, si, t'aurais pu. Et puis, bah, t'es toujours un petit peu en négociation avec toi-même dans ces moments-là. Puis, il y a une grosse frustration et puis un peu d'ego hein, qu'en prend un coup. Et a posteriori, bah, je me dis que c'était une sage décision et puis qu'il y en aura d'autres. Mais sinon, depuis, j'ai enchaîné plein de cours, beaucoup de plaisir à exercer mon métier et toutes les rencontres qui m'amènent les chemins qui m'amènent à croiser et tout va bien. Bon, la clinique du coureur, ça a repris, en présentiel, sérieusement là et d'ailleurs on a quasiment fait un passage de relais. Je viens tout juste de rentrer de la réunion et puis tu vas prendre mon relais et aller donner un cours là-bas. C'est ça, je pars le 11 novembre et je vais donner 14 jours de cours en restant 3 semaines sur place. Donc, ça va être un programme dense, mais j'ai hâte. Sabine, tu nous fais une fin d'année de folie, toi, avec une 5e, place tout récemment au Grand Trail des Templiers, pour, je sais pas si on peut dire tes débuts en ultra trail? Oui, hein, face à en plus, à Camille Bruyas, Ruth Croft, Fiona Porte, qui ont fini, toutes les 3 sur le podium. Chapeau. Ben merci. J'irai pas jusqu'à appeler ça de l'ultra trail parce que bon, tu pars à 5 heures du matin et tu es là pour le café, c'est pas vraiment. Mais c'était clairement le plus long de ce que j'avais fait jusqu'ici. Et oui, je suis ravie de ma course. Je me suis préoccupée que du chrono. En fait, je me suis pas préoccupée des autres filles et c'était très reposant de se focuser comme ça juste sur moi pendant 9 heures avec 9 heures pile en plus. l'assistant. 9 heures pile, ouais. J'avais fait 7 heures pile à l'OCC l'année dernière. Là, c'est 9 heures pile. Tu vois, j'aurais dû décider de mettre 8 heures, j'aurais gagné. Mais... et ouais, je suis ravie de finir, de clôturer la saison là-dessus. Et t'aimes ça? L'ultra? Enfin, oui, non, 6 mois, je considère ça, c'est un ultra, mais est-ce que tu as aimé ça, le plus long, on va dire? J'ai beaucoup aimé le format, ouais. Paradoxalement, en fait, je trouve ça moins stressant parce que tu te dis que si tu as un petit passage de moins bien, en fait, ça arrive à tout le monde et ça a le temps de revenir. Je me suis surpris à courir au 65e avec des super jambes. Bon, peut-être un peu trop parce que au 72e, elles étaient parties et elles sont pas vraiment revenues, mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et l'événement. En plus, j'avais un peu. Disons qu'on m'avait tellement dit que c'était génial que j'ai un peu repoussé l'idée d'y aller. Et c'est le meilleur moyen d'être déçu, en fait, de faire ça. Et j'ai pas été déçue. Super. Hugo, tu termines, l'année en beauté toi aussi avec, enfin je dis tu termines, mais en fait tu vas nous dire que tu as encore plein de choses au programme. Avec une victoire, à la maison en Savoie, tu as gagné le Grand Trail du Lac, qui avait lieu le même week-end que le Grand Raid de la Réunion et le Festival des Templiers. Alors j'imagine que tu es satisfait, tu courais après cette, belle victoire un peu quand même? Ouais, bah, il y en a qui bossent, hein, donc on n'a pas tous l'occasion, d'aller à la Réunion aux Templiers. Non, je rigole. C'est vrai que, bah, en fait, j'avais la chance de pas travailler le dimanche, mais le samedi quand même, hein, tu sais, à un moment donné, il faut y aller. Forcé un petit peu de refaire cette belle classique à la maison que j'avais fait 2 fois. Alors, bah, c'est sûr, hein, quand il y a le Grand Raid de la Réunion et les Templiers en même temps, on va pas se mentir, le niveau est plutôt modeste, au départ, hein. C'est vraiment pas pour invectiver les coureurs qui étaient autour de moi, mais voilà, il y avait pas de Jim Wamsley, il y avait pas ceci, il y avait pas cela. Et de toute manière, moi, je voulais faire ma course, je voulais mettre à peu près 7h30, j'ai mis 7h32. Je voulais courir avec mon frère, on a fait 51 kilomètres ensemble, donc ouais, je suis très content. Je ouais, la forme était bonne, tu sais, quand tu cours, tu as tes sensations, donc là, j'étais vraiment heureux d'avoir des bonnes sensations. Et non, effectivement, on y reviendra tout à l'heure, mais la saison n'est pas finie, elle ne s'arrête jamais, comme disait Rocky, ça s'arrête pas tant qu'il n'y a pas la cloche. Et c'est le 31 décembre, la cloche, Nicolas. Et donc Donc, il y aura des toutes petites courses et puis il y aura encore une grande ouais, course ouais, hivernale, bientôt. ouais. Et allez, je te donne, parce que tu parles de nos actualités, je te donne une petite exclue, là, j'en ai à peine parlé. Je me suis inscrit à un club d'athlétisme. Enfin. Ah ouais, Ouf! ouais, Pour la ouais, première fois de ta vie? Non, j'ai déjà été licencié, mais là, je vais vraiment y aller et tout. Voilà, ouais, ouais. Et donc c'est avec les couleurs de ce club, que tu vas courir des crosses? Ouais, ouais, il y aura un petit gros, là, avec des grosses cuisses derrière, qui va essayer de pas finir dernier à chaque fois, bah, ce sera Mon moi. Dieu. Allez, on se lance
dans notre premier débat. La question NAC. Courtney Dauwalter vient de réaliser un nouvel exploit en remportant la Diagonale des Fous 2022 après ses victoires au Mute à Madère au printemps et à la Hard Rock au Colorado cet été. Alors, c'est pas tant sa victoire qui est impressionnante que le fait qu'elle a joué aux avant-postes durant toute la course, alors qu'il y avait cette année une sacrée densité de top coureurs, notamment chez les hommes. Courtney a terminé 4e au général en 24h37, derrière le Français Beñat Marmisol, qui lui a mis 23h14, le Suisse Jean-Philippe Choumi 23h20 et l'Américain, grande surprise d'ailleurs de ce grand raid, Ben Dieman 24h20. Courtney devance quand même Germain Grangier, qui était le favori de plusieurs d'entre nous, et Yannick Noël. La liste des abandons parmi les meilleurs est vertigineuse. Je pense notamment aux anciens vainqueurs Daniel Jung et Grégoire Kurmer. Je compte pas vraiment Ludo Pommeret puisque il n'était pas dans la course pour la gagne, mais aussi à David Hoss, Cédric Chavet, Sylvain Camus, Lambert Santelli, Nicolas Rivière, etc., etc. Bref, Courtney a encore fait une course exceptionnelle et elle a une nouvelle fois performé et rivalisé d'égal à égal avec les athlètes masculins. Avant d'entrer dans le débat, j'aimerais avoir vos commentaires à vous sur ce nouveau coup d'éclat de Courtney Dauwalter. Sabine, pour commencer. Déjà, tu as vu dans tout ce que tu racontes là, tous les favoris qui abandonnent, il n'y avait pas de femmes. Exact. Elles sont Les solides. femmes n'abandonnent jamais. Sauf moi. Ah non, mais Pas tout à fait vrai. Et sinon, ouais, bah, là, elle nous a fait vibrer, hein, Courtney. Quelle course, quoi. Et puis, elle est là. Tu vois, tu vois qu'elle s'éclate, quoi. Elle est dans son élément. C'est dur, hein, c'est dur pour elle aussi. En plus, elle est tombée et tout, mais bon, elle est là pour que ce soit dur. Enfin, je sais pas, elle est hyper inspirante. En plus, même à l'entraînement, tu vois, elle fait les choses à sa manière. Elle s'habille à sa manière aussi. Enfin, elle est exceptionnelle. Flo, qu'est-ce que tu as pensé de la perf de Courtney? Bah, Ou de moi, Courtney très tout clairement. court d'ailleurs? Ouais, de Courtney tout court, comme dit Sabine, elle est d'une inspiration redoutable, quoi. Elle est, tu vois, tu as Courtney et un peu les autres quand même. Et alors, je me souviens lors d'un cours à Porquerolles où on était réunis avec un certain nombre de la clinique du coureur, on a commencé à faire un petit peu des pronostics et je me suis fait chambrer parce que je l'avais mis gagnante, moi, de la Gagnante course. au général donc? Ouais, Ouais. et je me souviens de Seb qui me dit: «Non mais franchement, tu connais rien au trail ou quoi?» Mmh. Et je me dis: «Bah, ça va arriver quoi, ça va vraiment arriver». Elle est à 17 minutes du podium, et ça se joue pas que sur l'abandon des uns et des autres. Alors c'est sûr que dans une course, l'abandon comment dirais-je? De coureurs susceptibles de jouer le podium, bah, influence fortement, le podium final, mais quelque part, tout le monde prend la ligne de départ avec la même possibilité de gagner et je suis assez persuadée que cette fille un jour va gagner une grande course malgré le niveau masculin assez extraordinaire. Première au scratch, oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, les abandons effectivement sont des faits de course, mais elle est restée très rapidement, elle est restée au contact des premiers, qui ont toujours été les mêmes en fait. Donc il y a C'est vraiment, il y ça. a au-delà de je pense à Germain Grangier par exemple, ça a été un bal où Germain Grangier passait, Courtney passait. On parle de Germain Grangier qui est un des meilleurs, athlètes, français sur l'ultra et même s'il est entre guillemets «relativement novice» sur le 100 miles. Je pense que c'était son 2e après Val d'Aran. Mais voilà, elle a été à quelques minutes. Enfin, je me souviens pour avoir vécu l'épisode dans ma fat, je pense que dans ma fat, il s'est jamais passé plus de 1, 2, 3 minutes d'écart entre ceux-là. Il y avait Maxime Casajou, Germain Grangier, Courtney, l'Américain dont je parlais tout à l'heure, Ben Dieman. Ils étaient tout le temps dans un mouchoir de poche. Et honnêtement, sur un ultra, de mon point de vue de journaliste, c'était génial parce que le suspense a été entier jusqu'à la fin. Encore à la possession, on est à peu près à 20-25 kilomètres de l'arrivée. C'est Germain Grangier qui passe devant Courtney et qui passe devant Ben et les choses changent encore, par la suite. Donc dans les derniers hectomètres de la diagonale, ça se joue encore. Donc ça, c'était vraiment, génial. Mais je Hugo? pense que, Ah oui, pardon. excuse-moi, non, je pense que en fait, faudrait lui demander, mais est-ce que Courtney est pas une des premières femmes à assumer directement
et de façon très pragmatique, être en compétition avec les hommes quand elle prend le départ d'une course. Est-ce que quelque part, ce qui l'a fait être aussi performante, c'est qu'aujourd'hui, elle rentre en combat dans la course avec les hommes. Alors, il faudrait lui demander si c'est complètement assumé et si c'est un petit peu comme ça, dans cet état d'esprit-là, qu'elle prend un départ, mais elle est solaire, quoi. Moi, j'ai Effectivement. l'impression qu'elle fait la course contre elle-même, hein. Moi aussi, c'est Ouais. vraiment ce qu'elle me donne comme impression. Je pense qu'elle utilise les autres pour aller chercher plus loin. Tu vois, si elle s'était retrouvée toute seule Ouais. dans les deux de tête, elle aurait peut-être pas fait la même course, mais j'ai pas l'impression qu'elle fait la course contre les hommes. Mais je laisse la parole à Hugo. Ouais, Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi ton analyse Moi, je vais être plus dans la retenue, voire même me dire que c'est pas si formidable que ça, en fait, pour contraster un peu avec vous. C'est sûr, c'est joli, c'est beau, ça brille, il y a des paillettes, c'est sympa, on a envie de dire c'est génial, vas-y, quand est-ce que tu recommences? Et puis après, on se souvient de toutes les femmes qui ont disparu, syndrome Rennes, tout ça, qui en touche quand même énormément. Bon, alors tu vas me dire, c'est normal, de plus en plus, il y en a qui osent en parler, donc forcément, ça sort un peu plus du bois, tous ces problèmes qui sont quand même loin d'être simples. Rory Bozio, 7e de l'UTMB 2013, puis derrière, on l'a pas revu. Donc voilà, Courtenay, elle fait la hard rock avec une performance qui est très bonne, hein, ça c'est sûr. Hein, c'était déjà très très beau. Derrière, elle récupère pas vraiment parce qu'elle fait quand même plus de 300 km. C'était quoi, début septembre pour faire un FKT, un Fastest No Time. Et là, je crois qu'elle elle a le meilleur temps. Donc là, il n'y a pas d'homme devant elle. Elle les a battus. Donc là, tu te dis, mais waouh, 1 mois et demi après la hard rock, c'est génial. 300 bornes et paf, elle leur remet une couche avec le grand raid. Alors, c'est passé. C'est passé. Donc on applaudit, voilà, c'est génial et tout. Mais jusqu'à quand François Den, il fait sa grosse année 2014, en 2015, il court pas. Voilà. Alors, j'avais un peu le même discours avec Beignat. Beignat qui nous a fait un été à la Courtenay. Il gagne la Restonica. Il gagne la 6000D. Bon, c'est un peu secondaire, mais son temps était quand même vraiment très très bon. Il fait 6e de l'UTMB, quelques encablures de Zach. 10 bandes de plus et il prenait Jim aussi qui était 4 fers en l'air. Et là, il gagne le Grand Raid. Alors pareil, Beignat, voilà. Et il gagne le Grand Raid, et j'ai plus le chiffre en tête, et j'ai pas le Strava devant moi, mais avant la Diag, il fait une semaine totalement pas reposante, c'est-à-dire qu'il il roule dans Mafat, t'as l'impression que le mec, il veut pas du tout gagner la diagonale. Voilà, il a couru plusieurs centaines de kilomètres quelques jours plus avant. Curieux, quoi. Ça rajoute de la curiosité au phénomène. Mais quand même, par rapport à ce que tu dis, Courtenay, on elle peut est pas pas lui là depuis empêcher qu'il hier. est gentil. Hein. Toutes les vidéos de Beignat que j'ai vues, il remercie 40 fois par ravitaillement les bénévoles. Enfin, c'est incroyable, sa gentillesse. Sa gentillesse et vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement parlant. Témoin. Mais voilà, moi, je serais lui, je me reposerais vraiment beaucoup parce que là, à mon avis, il a vraiment tiré sur la corde. Et Courtenay, c'est pareil. C'est pour ça que je voulais dire, voilà, c'est beau parce qu'elle est devant. Là, elle court à son niveau. Elle fait 6e de l'UTMB 2021. Juste derrière Germain, et là elle finit juste devant, donc ça c'est marrant aussi. Un partout, la balle au centre, revanche l'an prochain, messieurs dames. Du coup, ouais, forcément, c'est magnifique. On adore, tu vois. T'as une dame qui est en passe de faire podium sur un des ultras les plus relevés de l'année. Forcément, on est captivé, on suit ça et on peut que l'encourager. Mais après, dire que c'est un exemple alors qu'elle a fait une année c'était une orgie, hein, son année 2022. Voilà, il faut quand même faire attention. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Méfiance, parce que justement, elle est tellement attachante que nous, on a envie de la revoir et de la revoir. Est-ce que Courtenay, là, on rentre dans le débat, est une exception, au sens, la seule à être capable d'avoir ce niveau-là? Est-ce que c'est un ovni et qu'en gros, il faut la considérer comme telle? Ou est-ce que c'est je parlais tout à l'heure, j'ai pris le mot avant-garde. Et est-ce qu'elle est une athlète, en fait, la première athlète d'une longue série de filles qui, inspirées par Courtenay, vont se rendre compte que c'est possible, en fait, d'aller à très très haut niveau, au très très haut niveau féminin, qui s'équivaut sur des distances d'ultra au même niveau que les garçons. Sabine, t'en penses quoi, toi? Exception
Ouais, alors déjà pour revenir sur ce que disait Hugo, ouais, tu as raison Hugo de nous mettre en garde, notamment moi je pense à Caroline Chavreau qui était vraiment un petit peu à ce niveau-là, elle a rivalisé aussi avec les podiums hommes et qui finalement a eu du mal à revenir et d'ailleurs n'est pas vraiment revenue dans la compétition. Mais je sais pas pourquoi, moi, pour moi, Courtney de Walter, elle a toujours fait des sports d'endurance. Elle a fait du ski de fond en compétition. Elle a augmenté finalement le volume en même temps que son niveau. Elle s'entraîne énormément. Ça, c'est pas un mystère. Et je pense qu'effectivement, elle est disons, dans une courbe de gosse, elle va être dans les meilleurs dans la capacité à accumuler les kilomètres, dans les capacités mentales, tout ce qui va faire un bon ultra trailer. Après, dire qu'elle est seule, ben non. Enfin, j'espère bien qu'il y en aura d'autres derrière. Si c'est la prendre comme inspiration pour la copier, là, je crois que c'est une très mauvaise idée parce que justement, en fait, sa caractéristique, c'est que elle ne copie personne. Elle fait ce qui est adapté à elle. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut s'inspirer. Et après, ouais, du coup, je pense que le niveau des femmes va s'élever, pas tant quelqu'un qui va arriver encore meilleur que Courtney de Walter actuellement, mais dans la densité. Et la densité va faire, enfin, la densité appelle de la compétitivité et ce qui fait que le niveau s'élève globalement. Après, je pense quand même que par rapport à ce qu'on sait actuellement de l'entraînement, Courtenay est à peu près au top de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut attendre d'une perf de quelqu'un de son niveau. Mais je sais pas, dans 20 ans, peut-être que ce qu'elle fait actuellement, ça nous paraîtra très classique. En tout cas, j'aime bien que tu poses cette question sur comment les femmes peuvent devenir plus performantes sans les comparer aux hommes, sans dire, parce que même dans la littérature scientifique, même depuis 97, tu vois, ils avaient vu qu'il y avait de plus en plus de femmes qui participaient à des longues distances, donc à l'époque, c'était quand même plutôt des marathons. Et du coup, ils ont regardé comment évoluaient les performances, ils ont tracé la ligne et ils ont fait, bon, ben, les femmes, elles seront devant les hommes à partir de 66 kilomètres. Et donc non, ça marche pas comme ça. Donc ouais, je vois que même dans la littérature scientifique, on est tout le temps en train de se focaliser sur cette différence femmes-hommes au lieu de se dire, ah mais en fait, on n'a pas d'études sur les femmes. Est-ce que les femmes, il faut leur faire plus de volume? Est-ce qu'il faut leur faire plus d'intensité? Est-ce qu'il faut qu'elles s'alimentent autrement en course? Est-ce qu'il faut qu'elles gèrent leur effort différemment? En fait, il faut vraiment qu'on se concentre sur libérer du temps pour les femmes pour qu'elles puissent s'entraîner et leur faire un entraînement adapté. Et à ce moment-là, on verra de quoi elles sont capables. Et ce sera comme chez les hommes. Il y a des gens très doués qui iront au top niveau et il y a des gens laborieux qui vont progresser aussi, mais à un niveau plus modeste. Ce que tu veux dire, c'est que, alors, on est dans cette tendance de l'individualisation le plus possible de l'entraînement, mais tu veux dire que le genre pourrait être en soi un critère d'individualisation encore, de spécialisation de l'entraînement? C'est ça que tu dis? C'est-à-dire il faut pas, il va peut-être demain y avoir des entraînements spécifiques pour les femmes et des entraînements spécifiques pour les hommes. Ouais, je pense que c'est important que tu dises que c'est demain parce que j'entends aussi beaucoup de gens qui cherchent à nous vendre des trucs sur les femmes. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éléments concrets. Enfin, moi, les personnes que j'entraîne, je les entraîne par rapport à leur niveau de pratique, bien plus que par rapport à leur sexe. En fait, en recherche, on dit sexe pour quand on s'intéresse au biologique et genre quand on s'intéresse au social. Et en sport, c'est des catégories de sexe. Donc, je n'entraîne pas de personnes intersexes. J'ai de la chance, je sais tous qu'elle est. Et du coup, mais je pense qu'à terme, effectivement, notamment, moi, j'ai quand même l'impression, mais j'ai pas de base pour confirmer ça, que les femmes que j'entraîne, elles résistent vachement à des charges d'entraînement élevées, enfin, en termes de volume et à partir du moment où elles mangent assez, effectivement, et que l'intensité va plus les fatiguer. Je ne sais pas si c'est une question de richesse en fibres lentes. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse, mais ça reste une hypothèse, donc j'aimerais bien savoir si c'est vrai à une échelle plus large ou pas.
Flo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Genre, je repose un peu la même question. Tu peux aussi rebondir sur ce qu'a pu dire Bien sûr. Sabine. Exception? Est-ce que Courtenay est une exception? Ou est-ce que c'est allez, une base de travail, Moi, je pense. une étude de cas qui peut avoir des effets sur l'avenir, sur les athlètes féminines futures? Moi, je pense que c'est une exception dans le sens où elle a parfaitement compris ce qui était bon pour elle-même. Je pense qu'elle est dans la maîtrise de, l'entraînement qui est bon pour elle. Et puis pour cause, enfin de mémoire, on l'a pas vue beaucoup blessée. Et finalement, bah, un athlète qui performe, avant tout, c'est un athlète qui se blesse pas. Donc ça veut dire que dans son mode en fait, elle a trouvé son mode d'emploi et les gens qui l'accompagnent autour d'elle ont trouvé son mode d'emploi. Mais c'est en ça qu'elle est une exception. Mais du coup, bah, son mode d'emploi va pas aller à sa voisine ou à une autre jeune, une jeune fille plus, qui serait un petit peu plus en devenir et qui voudrait appliquer une recette pour, devenir, une autre athlète d'excellent niveau. Donc, je pense que son exception est qu'elle est elle est en parfaite maîtrise de son art et que bah, là, elle est, voilà, elle performe à la hauteur de la maîtrise de son art. Hugo, est-ce que Kylian Jornet, par exemple, a eu une incidence sur ta pratique? Est-ce qu'il t'a fait rêver? Je prends lui parce que c'est l'icône des dernières années. Est-ce qu'il a eu un impact sur ta psychologie de jeune athlète en devenir, etc. Je te demande ça pour faire la comparaison éventuelle avec ce que pourrait susciter Courtenay pour les femmes, mais peut-être d'ailleurs aussi pour les hommes, mais pour les femmes. Non, pas trop. Un peu Anton, Kropika. Ok, ouais, non, ben, ça peut être effectivement. Non, moi, j'aime bien regarder les athlètes, mais putain, un idole, franchement, vraiment pas. Après, ouais, Kylian, si tu veux, ce qui m'a intéressé chez lui, c'est quand il part sur les. Tu vois, c'était le premier à faire l'UTMB avec un porte-gourde parce qu'il avait mis sa veste, il avait fait un nœud avec autour de la taille, tout ça. Voilà, il a montré qu'on pouvait y aller avec des trucs un peu légers et tout. Par contre, après, dès qu'il part faire de l'alpinisme, moi, c'est un sport que je pratique pas, que je connais pas et que je comprends pas vraiment. Quand je lis ses livres, bah, c'est de la science-fiction. Donc, non, j'ai du mal je peux pas te dire qu'il m'a inspiré. Après, c'est sûr, je l'ai regardé, c'est le meilleur athlète du sport, donc on le regarde et on adore ce qu'il fait. Sans Euh, forcément s'en inspirer. voilà, ouais, c'était un de mes exemples, forcément. Tu vois, le gars, il est sérieux malgré qu'il fasse des petites blagues de temps en temps. Ouais, c'est inspirant. Et puis, sinon, pour les dames, Courtenay, alors bah, c'est sûr, c'est celle qu'on voit le plus en ce moment, mais tu prends Cathy Scheid, elle met 23h15 à l'UTMB. Bon, elle est finalement qu'à 3/4 d'heure du meilleur temps de Courtenay, sachant que c'était le premier UTMB pour Cathy. Courtenay, son premier UTMB, elle l'a fait en 24 heures et des brouettes. Donc, il y a du monde, il y a du monde. Marianne Hogan, ton amie, à mon avis, a un très gros potentiel. Elle a tendance Énorme. à en faire un peu beaucoup. Hein. On voit, elle a fait la même semaine que Mathieu Blanchard à un moment donné. Bon, c'était peut-être un peu excessif. Derrière, ça va s'affiner. La préparation va sans doute s'affiner. Puis Marianne, ouais, ça va faire très mal. Hein. Marianne Y a en a. d'ailleurs un peu on peut comparer Marianne et Courtenay, pour reprendre, je pense que c'est ce que tu disais Flo tout à l'heure, dans la passion de courir qui est le Le fait d'être. sourire, Oui, non, mais le sourire, mais c'est ça. c'est un élément extérieur. Mmh. Mais c'est vrai que le plaisir de courir, pas juste de courir parce qu'il faut, mais juste parce elle en a envie. J'ai l'impression aussi que Courtenay, c'est ça, quand on la voit courir, on a l'impression qu'elle est là parce qu'elle adore ça. Et Marianne, c'est un peu la même chose. Donc c'est bon. Bref, après, Ouais. moi j'aime courir et puis ça fait pas de moi un champion. Hugo, Non, je mais il y reste en a avec. d'autres, tu vois, même Annelise Rousset, elle fait le record du GR20, c'était hyper propre. Là, je pense qu'elle était un peu émoussée pour diverses raisons. L'envie était Ouais, moins là. ça rigole pas Mhm. trop quand même hein, derrière. Non, non, l'envie de Annelise a rapidement su, je pense même avant même de prendre le départ, que elle n'avait pas nécessairement les moyens de rivaliser. D'ailleurs, elle est peu compétitrice dans l'âme. Par contre, Ah ouais. au regard de à la fois son GR20
de sa non totale récupération et de son hésitation à prendre le départ. Terminer deuxième, même aussi loin de Courtenay, montre que elle aussi, c'est un bel exemple. J'allais rebondir sur tout à fait autre chose. On a déjà discuté, notamment dans la bande AD+, du manque de densité des athlètes féminines. Et je rappelais il y a quelque temps que tu avais toi-même organisé une course de femmes. Qu'est-ce Ah, qu'il c'est faut? fini ça. Oui, je sais. Ça Non, mais ce revient que je veux dire, c'est que mixte. dans ta réflexion, c'est la réflexion qui avait mené à ça qui était intéressante, même si j'imagine que t'étais pas tout seul. Est-ce que, Si, un peu. est-ce que, est-ce que ça peut avoir un impact aussi, par exemple, le fait que les femmes courent avec les hommes versus des courses qui pourraient être uniquement les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Est-ce que ça pourrait avoir un impact? Est-ce que c'est une mauvaise idée, stupide? Est-ce que c'est une bonne idée? Bah, Est-ce que... tu vois, je trouve que c'est un peu dommage de séparer les deux, puisque visiblement, ça se passe très bien pour l'instant. Après, c'est sûr que des fois, je pense que les dames ont du mal à savoir. Toi, quand tu es quatrième, cinquième, sixième, tu as des infos un peu vagues par rapport à la tête de course, parce que ça regarde les mecs, ça regarde les dames, ça a pas la main sur le chrono. Bon, ça doit être un foutoir pas possible, là, au milieu du peloton. Donc, c'est sûr que ça aide peut-être pas forcément. Quand tu es troisième homme, tu passes devant un bénévole, il te dit t'as 3 minutes 10 sur le deuxième, voilà, c'est carré, c'est. Donc bah pour Courtenay, le problème se pose pas là dans le top 5, mais peut-être derrière c'est un peu plus la foire. Sabine, je te vois sourire. Je sens que tu as envie de réagir à ça. Ah, au Templier, Sabine. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que moi, je me dis souvent qu'on on vit pas la même course, en fait, si t'es une femme en tête ou un homme en tête. Une femme en tête, en fait, tu vas être en train de poursuivre des hommes souvent plutôt bien placés. Et un homme en tête, il est en tête de la course, quoi. Bah, après, sur des petites courses, là, on commence à avoir des filles, Blandine Hirondelle, Mathilde Sagne, elles sont capables de gagner au niveau local, d'être vraiment la première personne qui arrive, quoi. C'est chouette. Mais et moi, ce qui me fait souvent rire en course, c'est que tu vois, si tu es première, deuxième, troisième d'une course, les gens, ils te parlent. Et à chaque fois, je me dis, c'est bonjour, comment ça va et tout. Je suis certaine que le premier homme, on ne commence pas à lui taper la discute comme ça quand il est en train de faire sa course, quoi. Donc, ouais, c'est marrant. Mais oui, moi, je suis très favorable aux courses qu'on court ensemble, justement pour dire, voilà, on a des capacités très proches, on participe au même événement, on prend le départ ensemble. Et c'est vraiment, pour moi, tu vois, c'est dès l'enfance, en fait, j'aimerais que les enfants, poussins, benjamins, en fait, ils participent à des compétitions avec pas de classement. Mais c'est compliqué parce que, en fait, dès que tu es petite, on va se si on a tous grandi dans la même société, en fait, qui a des archétypes, et tu vois, même moi qui suis féministe, tu vois, je suis obligée de me traquer moi-même pour pas faire plus de compliments à ma nièce sur sa tenue que ce que je fais à mon neveu sur ses tenues. En fait, on est vraiment habitué à complimenter les garçons sur des qualités physiques et les filles sur des qualités autres. Et donc c'est vraiment, c'est dès le début pour que les enfants aient les mêmes chances de s'épanouir en sport. Il faut vraiment s'auto-traquer dès la sortie de la maternité et, et on n'y est pas encore. Et mettre les enfants, ou peu importe les gars et les filles en compétition, c'est une scène, c'est sain, selon toi? Un seul classement, Pour la suite? un seul classement pour moi, c'est possible qu'avant la puberté, en fait. Parce Mmh. que dès que les hommes commencent à sécréter de la testostérone, là c'est pas juste. La Et force commence à être ouais, différente, et cetera. Et puis, voilà. tu vois, pour rebondir sur le fait de mettre en compétition les enfants indépendamment de leur sexe, quand tu regardes, ma fille faisait du rugby, était en sport-études rugby, mais je peux te garantir, pour corroborer avec ce que tu dis, Sabine, qu'avant la quatrième, eh ben, celles qui ont le dernier mot sur le terrain et comment dirais-je, à la confrontation, qui souvent ont le dernier mot lors de la confrontation, c'est les filles. Donc après, effectivement, il y a des qualités athlétiques liées au genre qui vont faire que le combat est un petit peu déséquilibré, mais jusqu'en ouais, cinquième, quatrième, les adolescentes peuvent vraiment rivaliser sur certains paramètres avec les garçons.
Mais vous les filles, justement, est-ce que quand vous êtes en compétition, vous mettez en compétition avec les autres femmes ou est-ce que vous vous amusez à vous dire, bah non, si on peut faire la course avec les gars, on fait la course avec les gars. C'est quoi dans votre mentalement, comment vous placez, Sabine, puisque c'est tout frais là, la course au Grand Trail des Templiers, par exemple. Est-ce que tu fais la compète avec les gars ou pas du tout? Ah, je pense que Sabine est figée. Donc, je vais te demander, on a perdu Sabine. Flo, Je vais rebondir. Flo, ouais, Alors, Ça lui a coupé le moi, sifflet. c'est plus trop d'actualité, j'allais dire, de savoir si je fais la compète contre les hommes ou contre les femmes. Je la fais quand même beaucoup contre moi-même aujourd'hui. Mais je pense, de mon caractère, il y a 10, 15, 20 ans de ça, ouais, moi, j'étais carrément compétitive contre les gars c'était un parce que supplément d'âme, en fait. parce que j'avais ce côté un peu de défiance, tu vois. Puis, ouais, j'étais un petit peu compète à cette époque-là. Et pour avoir fait d'autres sports, et notamment du judo, c'est aussi, voilà, tu combats avec les hommes, tu combats avec les femmes. À l'entraînement, c'est sûr qu'en compétition, tu n'es que contre les femmes, mais à l'entraînement, tu as des sparring partners qui sont hommes. Quand tu mets une tôle à un homme, tu es quand même vachement content, quoi. Sabine, je sais pas si tu as entendu, puisqu'on t'a perdu entre-temps, mais est-ce que quand tu fais la course, toi, est-ce que tu te mets aussi en compète contre les hommes ou est-ce que tu te places, OK, moi, ma course, c'est la course féminine. C'est quoi mentalement, dans quelle disposition tu te mets? Ouais, du coup, désolée, je vous ai perdu. En fait, j'arrive pas vraiment à faire la compétition contre les hommes. Je m'en rends compte comment, c'est que j'ai l'impression, tu vois, d'être à... Bah là, du coup, c'est plutôt sur courte distance. J'ai l'impression d'être à fond. Puis là, j'entends une respiration de femme derrière moi et j'accélère. Et ça me fait jamais ça pour un homme, tu vois. Donc, Ouais. mine de rien, même si j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de compétitrice, tu vois, là, même sur les Templiers, j'y suis vraiment allée en me disant, tu fais ta course et tout. Malgré tout, voilà, tu prends un dossard, en fait, c'est que bien, tu dois quand même être un tout petit peu compétitrice quelque part. Et ouais, je fais jamais la course contre les hommes, sauf contre les machos. Quand il y en a un qui a l'air dégoûté que je lui passe devant, je peux te dire qu'il ne me repassera pas. Je me mettrai Hu- encore bien plus la misère, ouais. Hugo, ça t'arrive d'être en compète avec les filles et de te dire, ah non, non, il n'est pas question qu'il y ait une fille qui me passe. C'est quoi ou tu t'en fous complètement? Ouais, je m'en fous un peu. Après, ça m'amuse à chaque fois parce que c'est un fait de course, tu vois. Mais quand j'ai fait mon 10 km en 2019, bon, j'étais pas entraîné pour. Je sortais d'un stage avec Nico Martin, j'avais un peu subi la semaine. Mais je me retrouve à courir avec la première et la deuxième. Donc la première, c'est une Kenyane, j'avais oublié son prénom. Et la deuxième, c'est Annelise Rousset. Ah Donc tiens, elle me rattrape parce qu'évidemment, je suis parti trop vite, comme d'habitude. n'importe quel abruti de sexe masculin. Elle me rattrape, je me dis, bon, Hugo, accroche-toi. Donc je m'accroche. Et c'est là où l'effort mental est intéressant, mais je le fais aussi avec des concurrents masculins. Des fois, tu sais, il y a quelqu'un qui te rattrape, tu le connais, tu veux pas qu'il te double. Tu vois, je citerai pas de nom, mais ça arrive. Et, euh, et à 1 kilomètre de la fin, j'ai éprouvé le besoin de les lâcher via un final tonitruant. Et ouais, donc tu vois, je m'en suis amusé, moi aussi, à mon petit niveau. Après, pendant l'UTMB, quand Courtenay m'avait doublé en 2021, bon, elle avait failli me vomir dessus, mais passé ça, Ah, après, je me suis pas trop posé de questions, si tu veux. Elle te double, elle est plus forte, voilà. Moi, j'étais dans ma bulle un peu. Et cette année, en fait, je me posais plus de questions parce que Cathy est partie vite. Tu vois, elle était déjà très vite, elle était plus devant. sur les bases hautes du record, oui. Ouais, elle était sur des temps de passage qu'elle allait la faire finir en 22 heures. Je me questionnais, je me disais, putain, quand même, c'est impressionnant. Parce que l'an dernier, tu vois, Courtenay était revenu après Refuge Berton, donc après la mi-course, ce qui avait une certaine logique. Là, dès le départ, elle était dans le groupe, un peu devant, dans les 20-25 premiers. C'était vraiment très impressionnant. Donc, tu vois, ouais, mais on y fait attention parce que c'est une différence et ça nous amuse, quoi, du coup. Mais d'ailleurs, c'est intéressant l'exemple de Katie, puisque je pense qu'elle s'entraîne vraiment avec Germain Grangier, et Ah du ouais, coup, ouais, bah, ouais. on n'est pas on est sur un rapport peut-être même là, je dis peut-être une bêtise, mais je sais pas si on peut parler de compétition, mais ils s'entraînent ensemble, peut-être de la même manière, donc ça a un impact le jour de la compétition certainement, ne serait-ce que sur la confiance que peut avoir Katie
d'être au combat combat. Je sais pas si les mots les mots guerriers comme ça sont bons, mais avec les hommes. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui, je pense, qu'on va suivre, puisque voilà, Courtenay est là pour certainement rester. Merci à tous les trois et merci à NAC, partenaire officiel de la première saison de la bande AD+. NAC, je vous le rappelle, c'est une marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. Son histoire a débuté au Québec avec des barres énergétiques cuisinées à partir de poudre de grillon. Depuis le début de l'année, cette année 2022, NAC est disponible en France, y compris d'ailleurs à La Réunion. La gamme des produits est de plus en plus étoffée avec des gaufres, des barres qui respectent le ratio 4 glucides pour une protéine, des mélanges pour boissons, des poudres fabriquées avec des protéines végétales et bientôt des purées qui ont été testées durant l'UTMB. Les produits sont tous développés par des nutritionnistes du sport et puis testés ensuite par les athlètes ambassadeurs comme Mathieu Blanchard, Marianne Hogan qu'on a cité tout à l'heure, Arthur Joyeux-Bouillon ou encore Thibaut Garivier. Je vous invite à aller découvrir les produits NAC en allant sur le naacbar.com. Attention, il y a 2 A à NAC. On vous offre 15% de rabais avec le code promo LBAD+. Et quand je dis plus, c'est le petit signe plus. On passe au vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Le cycle menstruel affecte la performance des coureuses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais poser, comme de tradition, la question à Hugo. Ouais, c'est vrai, positivement ou négativement, je dirais que c'est vrai. Sabine. Ah, pas facile. À l'échelle statistique, non. À l'échelle individuelle, parfois. Flo. Bah, je ferai un petit peu la même réponse que Sabine. Encore une fois, c'est très personnel et puis ça dépend de comment chacune vit son cycle aussi, mais à l'échelle individuelle, certainement. Eh bien, je vais faire une réponse de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, même si ce serait plutôt vrai. En fait, il ne serait pas raisonnable d'être catégorique car les données probantes de la science ne sont pas assez étoffées pour répondre à cette question avec assurance et fermeté. Dans le livre de la clinique du coureur, la santé par la course à pied de Blaise Dubois et Frédéric Berg, la physiologiste de l'exercice Kirsty G. Elliott Sale, spécialiste de la condition féminine, signe un texte dans lequel elle raconte que la question des effets des règles sur l'effort mental et physique chez les femmes est débattue depuis les années 1870, que les recherches menées par des scientifiques du sport sur les effets des menstruations sur la physiologie de l'exercice ont commencé à être menées un siècle plus tard et qu'après 50 ans de travaux sur les effets de la phase de cycle menstruel sur la performance physique chez les femmes, qui ont des règles normales, le niveau de confiance dans les résultats des études les plus sérieuses, entre guillemets, est trop faible pour en tirer des conclusions. Ces résultats laissent penser que pour certaines femmes, la performance athlétique pourrait être légèrement réduite pendant leurs règles, plus particulièrement quand les niveaux d'oestrogène et de progestérone sont à leur plus bas. Mais dans le même temps, Kirsty G. Elliott Sale note que les résultats sont très variables et qu'ils ne peuvent se généraliser en un principe qui s'appliquerait à toutes les femmes. Autrement dit, et là je cite, les données de recherche actuelles ne fournissent pas le plan universel pour prédire ou guider la performance athlétique tout au long du cycle menstruel. La recommandation, pour l'instant, c'est que les sportives surveillent leur propre performance au fil des phases de leur cycle menstruel et que vous utilisez, mesdames, vos données personnelles et pas celles des autres pour orienter vos pratiques individuelles. En attendant, du moins que des recherches de haute qualité puissent apporter des conclusions plus fiables. C'est ça aussi la science, la réponse n'est pas forcément toute faite. La question Nolio. La saison de trail tire à sa fin, même si, je le disais tout à l'heure, il y a encore pas mal de compétitions, des petites compétitions un petit peu partout jusqu'à la fin de l'année. Je citais notamment des courses internationales comme l'Ultra Trail Cape Town ou très traditionnelle la Saint-Élion par exemple, mais on est quand même vers cette fin de la saison. Et qui dit fin de la saison dit coupure. Alors, pour qu'on se comprenne tous bien, est-ce qu'on peut
d'abord définir ensemble ce que c'est que la coupure. Sabine, allez. Ah ouais, question piège là. Ben, c'est vrai que ça peut revêtir plusieurs aspects. Ça peut être soit on arrête toute activité physique, soit on arrête de courir, soit on court en dilettante. Et bah, je peux te dire ce que je fais moi en tant que coach. En fait, Mhm. déjà, je suis vigilante en fait à comment les athlètes se comportent par rapport au plan, dans le sens où quelqu'un qui va toujours rallonger les sorties que je lui mets et tout, ben là, j'ai de la chance, j'en ai pas en fait, mais un profil comme ça, quelque part, je vais l'obliger à s'arrêter très sévèrement parce que c'est important de ne pas être dans un rapport addictif à son activité. Là, moi, ceux que je coach, ils sont plutôt obéissants. Et donc, je considère que c'est quand même une contrainte de s'astreindre toujours à un planning rigoureux et à des entraînements intenses. Et donc, mes consignes, en fait, après les courses objectifs, c'est donc la durée va varier un peu selon l'intensité qui a été mise pendant la prépa, de quand est-ce que la prochaine compétition est et surtout la durée de la course. Donc, c'est une période, en fait, où moi, sur Nolio, je sélectionne la période, j'écris coupure, et là, j'écris, en fait, qu'il faut qu'il y ait zéro contrainte. Donc, ça veut dire que si tu as envie de continuer à aller au travail à vélo, tu peux aller au... Tu vois, je veux pas obliger quelqu'un à être sédentaire dans son canapé parce qu'un humain peut bouger. Par contre, il faut faire rien de fatigant, rien d'intense, pas de course à pied. Par contre, quand même, pendant une semaine, ce serait des sports autres. Donc, rando, vélo, natation, mais pas de course à pied pour éviter les chocs. Et surtout pas de contraintes, c'est-à-dire si t'as pas envie, en fait, si au bout de 10 minutes t'es parti de chez toi et t'as déjà envie de rentrer, ben tu rentres. Et pas de culpabilité, quoi, que juste, on va dire, une activité physique de santé, si t'as envie de... La part... C'est un peu bizarre, il fait beau, il fait chaud là en ce moment, les gens ont envie d'en profiter, je les oblige pas à rester dans leur grotte, quoi. Je pense que je serais quand même beaucoup plus stricte si je voyais quelqu'un qui a un rapport plus addictif. Mais là, à partir du moment où je sais que les gens font ça uniquement par pur plaisir et qu'ils vont peut-être en profiter pour faire des activités avec des gens moins sportifs qu'eux, je trouve ça plutôt positif. Flo, c'est quoi la coupure, une vraie coupure? C'est quoi? Ouais, c'est vrai que moi, j'aurais tendance quand même à insister sur le fait d'arrêter de courir vraiment. Alors, bien évidemment, hein, comme dit Sabine, c'est pas de devenir sédentaire complet et de s'interdire toute marche de plus de 100 mètres dans la journée. C'est d'être actif au quotidien, mais comme tout un chacun devrait l'être, éventuellement dans ses déplacements, dans ses petites activités de la vie quotidienne. Par contre, moi, je pense que c'est vraiment important d'arrêter de stresser la physiologie parce que bah, dans certains cas, tu as quand même besoin de récupérer. Tu as besoin de récupérer d'un point de vue neuro-hormonal. Tu as peut-être certaines filles qui ont besoin de reprendre 2-3 kilos, etc. Et, mais en même temps, euh, bah, si tu fais de la natation, tu continues à stresser ta physiologie. Si tu fais du vélo, tu continues à stresser ta physiologie. Donc, souvent, les gens disent, bah, j'arrête de courir, parce que je fais du sport porté, tout va bien. Et moi, je pense que c'est pas la bonne façon de couper. Euh, pour moi, si besoin d'une coupure il y a, c'est essentiellement d'un point de vue physiologique. Et donc, à ce moment-là, on coupe, on arrête de stresser cette physiologie. Mais par contre, on sait que la reprise va être compliquée d'un point de vue mécanique. Donc, dans ce cas-là, moi, je ne serais pas gênée de dire à la personne, t'arrêtes de courir, tu vas pas nager, tu fais pas de vélo, tu reposes ta physiologie, mais garde 2-3 minutes de corde à sauter matin et soir, de façon à garder quand même un tout petit peu de contrainte sur ton système musculo-squelettique pour que quand tu vas reprendre ta pratique de course, qu'il faudra aussi quand même quantifier, graduellement, eh ben, tes tendons et tes muscles, tes articulations ne soient pas complètement déconditionnés. Alors, on s'entend qu'en 7 jours de coupure, on ne va pas complètement se déconditionner, mais on va quand même perdre un petit peu d'adaptabilité. Donc, ce maintien d'une toute petite contrainte mécanique
permettra de faciliter la reprise. Parce que force est de constater qu'il y a quand même plein de gens qui coupent pas parce qu'ils ont peur de se blesser à la reprise aussi. Et que la prévalence des blessures, justement, au moment de la reprise est Énorme. quand même dramatiquement plus élevée. Mais c'est important ce que tu dis, notamment pour beaucoup d'auditeurs qui doivent réaliser que, oui, en une semaine, on peut perdre un petit peu. On peut quand même perdre. C'est peut-être pas grand-chose, Ouais, mais clairement. on perd. On On perd perd quand très même un rapidement. petit peu. Hugo, la coupure, est-ce que c'est un traumatisme pour toi? Oui, c'est mal. Non, Non, ça va, je le vis franchement très, très bien, de mieux en mieux. Comme disait Nicolas Martin, en fait, si grand prophète des temps modernes que je viens de citer, si d'un coup on te dit: «Ouais, cette semaine tu fais pas de sport», puis toi tu es là, tu trembles, tu te dis: «Ah bon, mais comment c'est possible? Ouais, je vais y arriver et tout», bah, c'est que tu as un problème d'addiction et comme toutes les drogues, il faut te soigner. Et je dirais pas beaucoup mieux que Sabine, que Florence, qui ont vraiment bien résumé le truc, tu vois? C'est: «Ouais, je pense arrêter de courir», bah, c'est bien pendant un certain temps. Après, voilà, ça va durer 5 jours, une semaine, 10 jours, 2 semaines, chacun aura son besoin parce que tout le monde n'a pas effectué la même saison. Peut-être il y en a qui ont, tu vois, pour peut-être les athlètes de haut niveau, qui ont eu une saison, c'était très médiatique, on les a gonflés avec beaucoup d'interviews, eux, ils auront besoin peut-être de couper totalement avec tout ça. Peut-être des gens qui ont beaucoup sollicité leur famille, pareil, ils auront besoin, voilà, d'accepter les vacances à faire du canoë en Ardèche, plutôt que: «Ah, on va là parce que papa, il a vu qu'il y avait une petite station de trail sympa». Heu, donc ouais, là, que ça va être un peu personnel pour tout un chacun, mais c'est vrai qu'on se rejoint sur le besoin de ne pas pratiquer la course à pied. Heu, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Parce qu'on prépare quand même un peu le truc. Est-ce que, est-ce que, Ouais, est-ce que, est-ce tu que vois, pour... je trouve dommage des fois le discours de certaines personnes qui: «Ah ça y est, c'est la coupure». Alors les mecs se jettent au McDo, enfin ou un peu n'importe où, hein, ils font des gueuletons, des orgies pas possibles, je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire que finalement ils ont ressenti un manque pendant l'année et quand on ressent le manque d'aller manger de la junk food, je trouve ça assez bizarre quand même comme attitude, assez particulier, surtout pour des gens qui prônent le plaisir de la nature, c'est étonnant et pendant la coupure, moi j'ajouterais une grosse phase de régénération, ouais, ça se fait pas seulement en regardant les nuages allongés dans l'herbe, encore que, avec, voilà, l'importance d'aller chez son ostéo, l'importance d'aller au massage, au spa. Bah, là, en plus, on peut emmener sa femme, en général, elle est contente. Attention, propos misogynes. Donc on peut aussi faire tout un tas d'activités qui vraiment vont relaxer, tu vois, en profondeur parce que, alors là, on est sur des discours un peu plus type, yoga, chamanisme, tout ça, mais ouais, le corps, c'est un peu une éponge et à la fin de l'année, même des gens qui font pas de sport, qui sont sédentaires, en fait, ils accumulent tout un tas de tensions. Et quand ils vont chez l'ostéopathe, d'un coup, il y a, bah ouais, là, dans le dos, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il y a un nœud. Et en fait, nous, on l'a aussi, parce que voilà, on fait 800 mètres de dénivelé en descente ou des trucs comme ça. Et le gars qui est sédentaire, en fait, il a juste pris une grosse pression dans la poire toute l'année, parce que son travail était soit difficile physiquement, soit mentalement. Et il a besoin, lui aussi, qu'on vienne le déverrouiller, quoi. Donc, c'est intéressant aussi dans la coupure de prendre le temps de faire des pratiques. Moi, j'aime bien dire que toute l'année, on a son emploi du temps avec ses séances d'entraînement. Et puis quand on fait la coupure, bah, à la place de l'heure de footing du lundi soir, il y a un trou, hein, il y a un trou d'une heure. Alors on va quand même pas aller au bar discuter avec des gens, ce serait horrible, mais on peut aller au massage ou à l'ostéopathe. Si je voyais quelqu'un. Florence, Hugues, ah, Sabine. juste, moi, ce trou-là, ce qui est fou, c'est que je le ressens pas. Moi, quand je suis en coupure, je me dis, mais comment je fais pour m'entraîner, quoi? Parce que je trouve que la Ah oui, il y coupure, a ça aussi. c'est Ouais, rempli, quoi. ouais, parce que tu trouves un livre, tu as une activité annexe. Ouais, c'est ça. Mais par Ah contre, il y a un ouais. vrai plaisir à faire autre chose, ouais. Pardon, vas-y, Florence. J'allais rebondir sur ce que disait Hugo par rapport aux soins. Est-ce que Mhm. c'est effectivement une période essentielle, indispensable pour s'autoriser d'aller se soigner, d'aller faire un petit check-up, le mot est anglais, pardon, une petite vérification de la machine, aller faire 2-3 massages, ou est-ce que c'est pas propre au moment de la coupure et qu'il faut plutôt avoir comment dire, ces interventions-là tout au long de l'année, au même titre que les phases, enfin que les entraînements, que les séances d'entraînement?
Bah, j'allais dire, dans le monde idéal, c'est dommage d'attendre la coupure. Tu vois, c'est quand tu as un symptôme, quand tu as Ah, quelque j'ai pas chose dit qui ça. pourrait justifier d'être pris en charge d'un point de vue paramédical, médical ou juste soin de bien-être, bah, c'est dommage d'attendre la coupure pour le faire. Je pense que bah, ça fait partie de l'entraînement que de récupérer, ça fait partie des techniques de récupération accélérées que d'aller en soins, que de prendre que de se faire masser, etc. Maintenant, c'est sûr que bah, au moment de la coupure, tu as un capital temps qui te tombe dessus, bah, potentialise-le au maximum. Mais comme disait Hugo, j'aime bien aussi l'idée de se dire que bah, ce temps-là, bah, si je peux le, le consacrer finalement à ma famille ou aux gens qui ont peut-être un peu subi euh, toute la saison et l'intensité des plannings et des entraînements à répétition, bah, c'est pas mal non plus. En fait, je crois qu'il faut trouver encore une fois ce qui fait sens pour soi et puis ce dont on a besoin à ce moment-là. Euh, et puis se l'octroyer. Moi, je sais que ça fait pas très longtemps que je coupe. Alors moi, je suis plutôt un peu dans le comportement addictif avec la consommation de l'activité physique. Euh, mais mais je sais que la coupure, les 2, 3 premières nuits, c'est très, 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 très compliqué. Et ouais, Hugo, je te vois lever les sourcils. C'est très compliqué. Mais je me dis aussi, au bout de 7, 8 jours, tu vois, limite, je deviendrais feignante, quoi. Donc là, il faut que je me mette un coup de pied aux fesses et je dis non, 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 la coupure, elle est assez durée. Donc, bah, voilà, je sais que chacun doit trouver. Moi, je sais que j'ai eu 8 jours qui me font du bien et puis qui me permettent, bah, voilà, de consacrer un petit peu plus de temps à ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude et éventuellement de prendre soin de moi, différemment. Mais c'est Ouais, moi, ça, je Vas-y, Sabine, ouais. trouve que la coupure doit vraiment être mentale et c'est pour ça que j'irai pas forcément pousser les gens à faire le tour des ostéos, des machins et tout, parce que mine de rien, tu restes dans une démarche de compétition quand tu fais ça. Alors que C'est un je peu trouve auto-centré. Ouais, et à vouloir encore optimiser, tu vois, quand tu disais tu as un capital temps, en fait, je trouve que justement, on est tout le temps en train de dire oh là là, il faut casser cette séance-là et tout. Et en fait, ce qui est aussi super reposant pour l'esprit, c'est de te dire ah bah tiens, on est le soir, j'ai pas eu le temps de faire de sport. Bah voilà, ah, bah, c'est cool, j'ai fait plein d'autres choses. Et alors certes, tu te désentraînes si tu fais ça pendant trop longtemps, mais en fait, si tu fais ça 10 jours, c'est un peu comme des vacances, ça fait du bien aussi parce que tu ne penses pas du tout à ton travail. Je pense que ben, c'est des vacances de course à pied, même si on aime ça, changer du quotidien, ça fait du bien. Est-ce que il y a coupure et coupure, c'est-à-dire qu'on parle tout au long de l'année entre, par exemple, plusieurs objectifs d'une coupure d'après-course, par exemple. C'est quoi la différence entre la coupure d'après-course et la coupure de fin de saison? Qui veut répondre à ça? Hugo. Ouais, c'est vrai que Sabine, elle a raison. C'est vrai que quand tu vas chez Elle a toujours l'ostéo, raison, bah, Sabine. Non, mais là, en l'occurrence, oui. Tu, tu vas tu vas, ouais, voilà, tu parles de ta douleur liée à la course à pied. Enfin, voilà, c'est vrai que si tu restes un peu dans le truc, ou alors tu y vas au début de ta coupure, puis voilà, tu Ouais. continues une semaine ou deux. Voilà, tu peux faire comme ça aussi, parce que, bah, à un moment donné, il y a quand même besoin d'y aller. Et du coup, c'est vrai que ce dont je parlais, peut-être, ça ressemble plus à une coupure post-course. Ce dont je suis très friand, c'est-à-dire une fois que la course est passée, voilà, on souffle un grand coup, vraiment, quand on redémarre à courir, on est sûr qu'il y a rien qui traîne, voilà. Et puis, ouais, il y a la coupure de fin de saison où là, on lâche complètement mentalement et on fait autre chose. Alors ça, je pratique pas parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Heu, Là, par exemple, je vais refaire une course plus tard, en décembre, et à nouveau, je vais L'hivernal des Templiers, pour ne pas la citer, ouais, 66 kilomètres. je vais couper derrière une semaine, voire 10 jours. Mais il va y avoir la tentation du ski de fond, hein. Au bout d'une semaine, 10 jours, ça va plus être possible, hein, donc c'est reparti, ouais. Mais je ressens pas le besoin, tu vois, de me couper pendant 3 semaines du bazar. Alors peut-être ça me serait bénéfique, hein, je peux pas te dire. Mais je pense que si on en a pas envie, peut-être aussi il faut pas le faire. Ça dépend des gens. Mm, Je dirais mm. qu'il y a plusieurs options et il y a pas une vérité absolue. Flo, qu'est-ce qui est le mieux? Alors effectivement, il y a de l'individualisation là-dedans, mais qu'est-ce qui est le mieux?
faire un autre sport pendant la coupure ou ne rien faire, ne pas faire d'activité physique pendant la coupure. On a compris, vous en parlez tous de la même manière, la coupure, elle est courte, elle est pas longue. Ouais, ouais, Et ouais. ouais. C'est vrai que quand Hugo parle de 3 semaines sans rien faire, non, je pense que très clairement, 3 semaines, ce serait trop long. Ou alors c'est parce que tu as tellement entamé dans ton capital physiologique que là, tu as vraiment besoin, soit tu es trop borderline sur entraînement, donc là, tu as vraiment besoin de faire redescendre les curseurs parce que tu joues trop avec la crête qui est ultra, ultra fine et qui peut vraiment te faire basculer en syndrome de surentraînement. Donc là, peut-être qu'un arrêt un petit peu plus conséquent pourrait avoir du sens, mais moi, je trouve que arrêter 10 jours, et comme dit Sabine, arrêter 10 jours et arrêter de penser à la course à pied, c'est important, c'est régénérant. Et moi, je recommande effectivement de pas faire d'autres sports, d'arrêter 10 jours ou 8 jours si le 10, ça paraît trop. Mais pendant ces 10 jours-là, de ne pas pratiquer un autre sport, hormis l'activité physique de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, si tu vas au boulot à pied, tu peux aller au boulot à pied, Mmh. tu n'es pas obligé de prendre ta voiture parce que tu es dans tes 10 jours off. Dans Mais ce de cas-là, pas la coupure est une cultiver pause. voilà, de pas cultiver une pratique de sport d'endurance qui là va encore nécessiter de la mise en place du stress physiologique finalement. Sabine, qu'est-ce que tu dis, ou est-ce que tu intègres tes athlètes qui, après la coupure, pardon, après la coupure, il faut repartir. Est-ce que tu repars comme en 40 ou est-ce que nos auditeurs notamment doivent comprendre que il y a une phase de réadaptation nécessaire. C'est pas parce qu'on s'est reposé qu'on est en pleine forme et qu'on peut repartir sur des séances identiques. Qu'est-ce que tu leur dis, toi? Ah oui, ça évidemment, hein. Ça, c'est clair et net. Après, clairement, ils n'ont pas tous les mêmes coupures, hein, parce que déjà, ça dépend beaucoup de s'ils sont dans des endroits où géographiquement ils vont skier, où finalement il y a presque 2 saisons, ou des endroits là, j'en ai qui vont passer aussi sur la route pendant l'hiver. Donc, je pense que dans ma démarche, je suis quand même plus proche de ce que fait Hugo, d'avoir un vrai temps de pause après chacun des 3 objectifs de saison, en gros. Et donc, bien sûr, après ce temps de pause, une reprise avec un travail d'une qualité qui est assez éloignée de la course qui sera la suivante et pour se diriger ensuite vers le travail plus spécifique. Mais du coup, c'était quoi la question? Oui, il faut reprendre hyper progressivement, ça c'est sûr, hein, des blessures post-coupure, moi j'en ai déjà vécu, ça existe. Donc ouais, il faut être prudent. Et il faut être prudent, ouais, du coup, pour les skieurs aussi. Tu sors de l'hiver en pleine forme avec des structures qui sont pas du tout adaptées à la course à pied. Et là, faut être méfiant parce que tu peux pas courir autant que ce que tu es en forme physiologiquement. Notamment pour les skieurs alpis qui ont l'impression qu'ils ont des jambes de feu et qui passent en trail et là, ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais, et ce qu'ils te font pareil, hein. Mmh. Bien, on va poursuivre un petit peu plus tard cette discussion sur la partie un peu plus programmatique, un peu plus mentale même. Merci à tous les trois pour ce débat. Merci également à notre partenaire Nolio. Nolio, c'est une super plateforme d'entraînement en ligne. Si vous êtes coach comme Sabine, vous pouvez gérer vos athlètes sur Nolio. Et si vous êtes un sportif à la recherche d'un entraîneur, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez aussi dorénavant acheter un plan d'entraînement spécifique. Par exemple, si vous voulez préparer un 10 km route, un maratrail, un trail de 80 ou de 160 km, ou tout simplement si vous voulez travailler spécifiquement les montées, les descentes, etc. Allez donc faire un tour sur le site web nolio.io avec le code LBAD+, cette fois en toutes lettres PLUS pour le plus. Nous vous offrons 10% de rabais sur l'achat d'un plan d'entraînement. Allez, on passe à la destination de la semaine. Arrêt à la station de trail.
On fait aujourd'hui un arrêt à la station de trail des Pays de Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Nous sommes dans les Pays de la Loire, en dessous de la Bretagne et de l'île de Noirmoutier, au bord de l'océan Atlantique. C'est un petit paradis pour tous les amateurs d'activités plein air en bord de mer et une station balnéaire très prisée l'été, un peu plus tranquille l'hiver. Et c'est donc un bon plan pour les trailers puisqu'il y fait bon vivre et c'est agréable d'y courir toute l'année en raison de la grande douceur du climat 365 jours par an. Les Pays de Saint-Jean-de-Mont se déclinent en 3 bases d'accueil, en remontant du sud au nord, Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont et la Barre-de-Mont. Vous avez 20 km de plage de sable fin comme terrain de jeu, elle-même bordée par 700 hectares de forêt sillonnée par les parcours de la station de trail. L'une des particularités pour les trailers et les marcheurs, c'est que le sol est très souple. Globalement, les 206 km de sentiers sont accessibles à tous les coureurs. Ici, il n'y a pas de dénivelé ni de technicité, mais chaque parcours offre des points de vue sur l'océan. On compte 16 parcours, 7 verts, 6 bleus, 2 rouges et un noir. Le parcours noir, d'ailleurs, est intéressant parce qu'il s'agit d'une boucle de 52 km à travers tout le littoral du pays de Saint-Jean-de-Mont. Et comme il passe par les 3 bases d'accueil, le lieu de départ est flexible. Et puis, chaque base d'accueil est une base nautique avec les commodités sanitaires qui sont ouvertes quasiment tout le temps. Donc, c'est très pratique. À noter que c'est un parcours qui a été labellisé par la Fédération française handisport et donc il est accessible aux personnes en situation de handicap, mais il faut toutefois être autonome dans sa pratique. J'ai appris en préparant cette chronique que mon camarade Julien Gontard, qui est photographe et vidéaste, en plus d'être coureur, avait testé la station de trail en long, en large et en travers. Alors, je l'ai appelé pour qu'il nous partage ce qu'il en a retenu. Je vous laisse écouter notre court entretien. Salut Julien. Salut Nico. Alors toi, tu es plutôt un montagnard. Et puis quand tu as eu l'occasion d'aller tester cette station de trail du côté de l'océan, bah, tu en as pris plein les yeux, plein les pattes. Qu'est-ce qui t'a marqué principalement? Ouais, c'est vrai que c'est pas un terrain dont j'avais forcément l'habitude. Déjà, le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est quand tu arrives là-bas sur la côte ouest. Moi, ce qui m'avait tout de suite bluffé, c'est la lumière. Je trouve que la lumière sur la côte atlantique est vraiment particulière. Avec mon œil de photographe, tout de suite, c'est ce qui ressort. Et puis, je venais un peu en me disant, bah, la côte, c'est sympa, mais c'est plat. Voilà, avec un peu des a priori. Et je me suis dit, on va découvrir, on va voir un petit peu ce que ça dit. Et en fait, bah, je ne me suis pas du tout ennuyé. C'est un terrain qui est vraiment hyper varié. Il y a des côtes même assez répétées, ce qui amène un petit côté voilà, travail de côte, un peu cardio, un peu d'intensité. Et vraiment, je me souviens de m'être arrêté, d'avoir pris une photo parce qu'en bas de chaque côte, alors évidemment, on n'est pas sur les mêmes dénivelés qu'on trouve Non, ici c'est du petit dénivelé, effectivement. Mais... dans les Alpes, c'est ça. Mais ce qu'il y a de vraiment super, c'est qu'ils ont équipé sur le parcours, dès qu'il y a une côte, on propose voilà, une séance d'intensité. Comment est-ce qu'on peut la mettre en place? Voilà, en fait, à chaque endroit qui s'y prête, eh bien, les stations de trail ont proposé des activités ludiques autour de la course à pied, que ce soit proche de la piste d'athlétisme ou, voilà, encore une fois, sur des travails de descente, des escaliers. Et en fait, on utilise très, très bien le relief pour que, ben, même si on n'est effectivement pas au pied d'un kilomètre vertical, on puisse vraiment optimiser son entraînement sur place et prendre du plaisir. Je noterai quand même particulièrement la douceur et le plaisir de courir sur ce sol sableux, clairsemé d'épines de pin. Ça, vraiment, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, je les invite à les découvrir parce que c'est vraiment fabuleux. On a l'impression de se laisser courir sur un petit nuage. Et puis, donc, on traverse comme ça les forêts de pins tout au long de la côte jusqu'à déboucher, suivant les parcours, à la plage. Et je me souviens d'avoir terminé notre parcours sur un petit carbet d'artisans ostréiculteurs. On a pu déguster un plateau de fruits de mer. Voilà, c'était une fin en apothéose de ce petit parcours de trail. Donc, vraiment un très bon souvenir. Qu'est-ce que tu as le plus aimé en tant que trailer, là, pas en tant que photographe? Ouais, j'ai beaucoup aimé l'accueil sur place. On avait un groupe fabuleux. Tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui ont participé au développement de la station de trail étaient vraiment
ravis de nous accueillir, de partager leur passion, de partager voilà, leur pays de cœur. Et puis, je noterai aussi également le tout que forme la station de trail, parce que effectivement, c'est pas juste un parcours où on va se dire bon, bah là, c'est balisé. Il y a l'application en plus, hein, dont tu as déjà parlé, qui nous guide au fur et à mesure de notre sortie, ce qui est super quand on ne connaît pas. Mais c'est vraiment cette harmonie entre les activités proposées tout au long du parcours, les douches disponibles au départ des différents parcours, les boutiques. Il y a une boutique également qui se situe à Saint-Jean-de-Mont, et la proximité avec également les centres balnéaires. Nous, on a eu la chance de terminer en apothéose avec une petite session dans un centre balnéaire avec cryothérapie corps entier. Donc voilà, c'est vraiment une harmonie du bien-être autour du sportif. Les gens sont sympas, la lumière est belle, l'environnement est chouette. Donc voilà, même si on a des a priori, au départ, il ne faut pas hésiter à les découvrir parce que c'est une belle surprise. Donc, tu le conseilles un peu à tous les profils de coureurs? Ouais, tout à fait. Vraiment, je pense que suivant où on en est, suivant les projets de l'année, c'est tout à fait une station qui colle, peu importe l'objectif, parce que c'est pas traumatisant, on va pas faire du dénivelé dans de la caillasse. Voilà, on va dire qu'en termes de stress, c'est pas une destination qui va être trop contraignante. Au contraire, j'ai envie de dire, parce que c'est une petite invitation à prendre soin de soi et c'est vraiment pas désagréable. Et puis pour un gars comme toi qui va bientôt être dans l'hiver, par exemple, tu peux faire une petite parenthèse pendant l'hiver pour aller sur la côte atlantique. Puis là, c'est tout doux, il y a pas de risque qu'il y ait de la neige. Merci beaucoup, Julien. Puis je conseille évidemment à tous nos auditeurs d'aller voir tes belles photos et de s'abonner à ton profil, Julien Gontard. Merci beaucoup. Merci, Nico. Ciao. Salut. J'ai encore 2-3 choses à vous dire si cette station de trail vous fait de l'œil. Si c'est un haut lieu d'activité sportive, c'est aussi à 80% un espace naturel sensible et tout est fait pour sensibiliser les pratiquants et les visiteurs au respect et à la préservation de l'environnement. On vous recommande d'ailleurs de visiter le site Biotopia à Notre-Dame-de-Mont, qui est un centre de découverte du littoral et de la forêt de bord de mer. Si la course en sentier est très agréable dans cette station de trail, l'un des intérêts, c'est que vous pouvez faire plein d'autres activités complémentaires comme le longe-côte. Le longe-côte, c'est de la marche en mer en ayant de l'eau au-dessus du nombril, entre le nombril et les aisselles, disons. Ici, le sable est propre, entre guillemets, et on ne peut pas s'enliser, comme par exemple, pas très loin de chez moi, dans la baie du Mont-Saint-Michel. On pratique aussi activement le char à voile, notamment l'hiver, le kitesurf, la voile, etc. Puis il y a des cavaliers qui viennent faire courir les chevaux sur la plage pour compléter le ballet en plein air, aux côtés des pêcheurs de crevettes. Côté gastronomie, juste pour la brioche vendéenne chaude, ça vaut la peine. Et les produits de la mer, bien entendu, les huîtres, les moules de bouchot, etc. À noter que la spécialité montoise, c'est le fion, figurez-vous, le dessert local, une crème aux œufs à la cannelle. À noter que Saint-Jean-de-Mont est le camp de base de l'équipe de France de marathon. En mars prochain, il y aura la 18e édition du Trail du Pays des Monts qui sera organisée donc à Saint-Jean avec un 6, un 12, un 24 et un 36 km au programme. Et puis j'ai une dernière question, c'est pour toi Florence. Saint-Jean-de-Mont, c'est une station de balnéothérapie. Rapidement, quand on est coureur, est-ce que la thalasso, le spa marin en l'occurrence, est une bonne option pour récupérer selon toi? Certainement. En fait, si tu fais des séances assez intenses, bien évidemment, l'effet massant de l'eau, la pression de l'eau, les alternances peut-être de bain chaud et de bain froid peuvent être une excellente alternative en termes de récupération et d'accélération des modes de récupération. Donc, ouais, je valide. Et puis, comme disait Hugo, tu peux emmener ton partenaire même s'il ne court pas. Excellent, on valide. Et figure-toi que j'ai appris un autre truc aussi récemment. Tu parlais du longe-côte. Eh ben, il existe des compétitions de longe-côte. Mais ouais. Et ça, c'est quelque chose ça doit pas être facile. Il y a pas... Non, mais il y a une vraie technique. Je voyais des gens marcher et tout. Tu sais, ils faisaient des mouvements avec leurs bras en même temps et tout. Et en fait, on m'a expliqué qu'il y a des vraies compétitions de longe-côte et que c'est toute une technique de marche dans la mer. Et il y a des championnats de France de longe-côte. Eh ben, t'es pas si loin de la mer, donc il va falloir que tu testes ça et tu nous diras ce que tu en as pensé. En tout cas, moi, ça m'intrigue. J'ai jamais essayé.
Pour plus de détails, notamment sur les parcours de cette station de trail des pays de Saint-Jean-de-Mont ou même sur la station de trail de l'Île-Dieu qui est juste en face, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application OnPiste. Vous écoutez la bande à des plus. Dernier débat du jour, la fin de saison est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année. Que vous ayez atteint ou pas votre ou vos objectifs, la question se pose maintenant, on fait quoi? J'ai envie de profiter de votre expérience à chacun. Qu'est-ce que vous faites quand les lumières s'éteignent, surtout après une victoire, comme dans ton cas, Hugo? Alors, tu nous as dit tout à l'heure que ta saison n'était pas complètement terminée, mais quand même, sur le principe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand ton objectif est atteint? Ah, Tu mon petit pleures? Nico, quand les lumières s'éteignent, attention. Aïe, aïe, aïe. Ah, je peux pas en parler. Non, hein. Tout, en- une petite Ouais. gorge de Ron Hard et c'est Ah, il est parti. bon, il est bon. Eh ben, écoute, ouais, Et là, je vais rejoindre, tu vois, Sabine qui disait tout à l'heure, ouais, mais Hugo, tu nous parles de coupure, mais tu blindes avec des trucs en rapport avec le sport. Et c'est vrai qu'il y a le bonheur de rien faire. Par exemple, cette semaine, je faisais pas de sport. Et en début de semaine, bah, je prépare mes animations à la maison, donc j'ai du temps libre si je le veux. Et il y a une après-midi où, bah voilà, il n'y avait pas spécialement grand-chose à faire. Et j'ai pris un livre et j'ai lu, paf, 3 heures de suite, tu vois. Et ce petit bonheur de rien faire, c'est-à-dire c'était 14 heures, je bois un café, je me dis, bon, tiens, cet après-midi, boum, j'ai pris un bouquin et voilà, c'est passé. Donc ce bonheur de rien faire, une fois que la pression est retombée de ça, et c'est pour ça que j'aime bien mettre un dernier objectif, tu vois, un peu en début décembre, parce que derrière, tu as les fêtes de fin d'année, du coup, voilà, ta dernière course, elle est passée, donc tu peux célébrer tout ça avec ta famille, tes proches, qui tu veux, il n'y a pas de problème. Tu es vraiment dans la même ambiance qu'eux qui ont envie de célébrer aussi. Et puis c'est l'occasion aussi de faire un autre sport. Alors, moi, j'habite à côté du domaine de Savoie-Grand-Revard, qui est le plus grand domaine de ski de fond de France. Le Jura, c'est grand aussi, mais il commence à manquer de neige. Et du coup, c'est très tentant de faire un peu de ski. Bon, je ne l'ai pas trop fait, mais on a aussi pas mal de raquettes vers chez nous. Donc c'est sûr que tout de suite, tu t'ouvres à un autre truc, parce que voilà, les objectifs sont beaucoup plus loin. Par exemple, la course où je veux briller, elle est mi-avril. Donc forcément, fin décembre, on est détendu encore. On a l'avenir devant nous. Donc je dirais que c'est l'occasion de penser à un autre truc. Mi-avril, la course où tu veux briller, tu m'intrigues là d'un seul coup, c'est le mute? C'est le 100 miles of Istria. Ah, la Croatie. Et je vais y aller en covoiturage Oh, joli. pour faire plaisir à Xavier Thévenard. Il sera très très content. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que après, on a parlé de la fameuse coupure, après les objectifs, en gros, il faut peut-être pas tout de suite, selon toi, penser aux objectifs suivants. Enfin, ceci dit, tu les as déjà dans la tête. Donc, Ouais. Sabine, est-ce que tes objectifs de l'année d'après sont déjà définis avant la fin de ta saison ou est-ce que tu prends le temps à la fin de la saison de faire le bilan et puis de construire la suite? Ou je dis pour toi, mais est-ce que tu conseilles ça à tes, à À tes coachs. tes entraînés? Déjà, j'ai besoin d'un fact-checking là, parce que le Vercors, c'est vachement plus grand que ça va grand revoir, mon garçon. Mais sinon, Bah, écoute, Sabine, c'est Combat de visible, hein, tu station. vas sur leur site internet, tout est écrit. Parce que dans le Vercors, tout n'est pas relié en fait. Donc, tu as ouais, beaucoup de petites stations, mais tu peux pas aller en ski de l'une à l'autre. Ce qui n'est pas le cas de Savoie-Grand-Revard où les 3 stations mais sont reliées. C'est pour je ça vous qu'ils connais, vous ils faites axent comme leur le champ rousse communication là, là-dessus. une espèce de petite variante, et puis tu comptes 2 fois la piste. Je vois bien Hop, comment ouais, tu. ouais, ouais, oui, oui, ils font tous pareil, hein. Mais ouais, dans le Vercors, tu as un très beau domaine aussi. Et c'est vrai que tu peux, Ouais, si tu as une semaine de vacances, tu peux faire un jour une station, quoi. Ça, c'est sympa aussi. ouais. Hmm. Mais il faut prendre la voiture. Ouais, mais c'est pas Non, long. il y a des transports C'est en 20 commun. bornes, même pas. Et le Ok. Vertaco est gentil. Tu mets ton petit chapeau de Savoie et tu fais du stop et tu te feras prendre. Ah, ça, c'est pour Euh, les pauvres. Nous, on a des SUV. et sinon,
Non, du coup, pour les objectifs, donc en général, tout le monde est fait pareil. C'est que toute la saison, tu passes ton temps à dire, ah, celle-là, elle a l'air bien et tout. Donc, en gros, à la fin de cette phase de coupure où je demande de penser à autre chose que de la course à pied, et ben, c'est là le moment où on définit la saison d'après. Et du coup, on peut voir combien de temps il y a avant chaque événement pour définir des cycles, s'il y a besoin aussi de faire des choix, s'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Et il y en a certains qui ont déjà tout le cadre dans la tête, et puis il y en a d'autres, c'est un peu plus varié, où des fois, il faut un peu étaler sur 2 ans ce qui est dans la tête pour un an. Mais ouais, du coup, c'est à la fin de cette phase de coupure. Et après, commencer la saison en ayant en tête les courses objectifs, c'est important, quitte à Alors, la avoir course besoin d'adapter. objectif, la course objectif, c'est, mettons, la saison 2023, c'est la course, celle où on a envie d'être au sommet de notre forme, c'est ça? Alors, la course, je n'interdis pas, mais je trouve ça quand même très stressant. J'aime mieux qu'il y en ait 2 ou 3 quand même. Mais c'est celle, voilà, c'est celle où on va viser d'être en forme de performer. C'est celle Mhm. aussi derrière laquelle il y aura une petite coupure dont on a parlé avant de partir sur un cycle d'après. Il faut que ce soit une qui fait rêver, quoi, un peu qui fait vibrer, où tu as envie de passer du temps à t'entraîner pour ça. Et après, il y a d'autres courses entre-temps possibles. Mais là, c'est des courses de préparation où on n'essaye pas d'être au top de la forme à ce moment-là. Après, des fois, avec le peu de stress, tu vois, il se trouve que les courses de préparation, il y a des super perfs, mais c'est énigmatique parce que ce n'est pas le but. Si on prend ton cas personnel, qu'est-ce qui se passe là? Tu viens de terminer, au moment où on s'enregistre, c'était il y a quelques jours, tu termines ta saison en beauté avec, au Festival des Templiers. Comment, est-ce que tu es dans une phase de coupure et de non-réflexion pour la suite, ou tu sais déjà les grandes lignes de ta saison 2023? Ben, tu vois, je suis typiquement dans ce moment où je sais qu'il y a des courses qui me font envie. Et j'ai pas encore réfléchi bien à comment les agencer. Mais attention, les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme on dit, hein. Mhm. Donc, moi, je suis jamais sur Nolio à me faire mes petites cases, hein. Donc, moi, c'est freestyle. Mais oui, il y a quand même, mettons, par exemple, on m'a proposé de faire la Pyramide Tahiti. C'est une course que j'avais énormément aimée il y a déjà 6 ans quand je l'ai faite. Donc, je pense qu'elle fera partie du calendrier. Je sais qu'on part en vacances en famille en Finlande début août, donc j'aimerais bien m'épuiser un peu juste avant, tu vois. Donc l'UT4M en 4x40 me semble sympa. J'ai beaucoup aimé Plutôt les chez toi en plus, Templiers. ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé les Templiers. Y retourner pour essayer de faire mieux, ça me plairait bien. Donc je Donc vois là, des... on est sur l'esquisse en fait. Tu te Ouais, laisses le temps de la réflexion et bah, rien que ça, de ça rend plus de gamberger. saison en fait. Mais ouais, du coup, c'est ça. Repérer des dates, voir avec qui j'ai envie de courir si c'est des courses en duo, et puis voir aussi quand est-ce qu'il faut s'inscrire pour les courses. Parce qu'il y en a pour lesquelles il faut prendre les dossards très tôt. Et puis voilà, aussi, peut-être la question c'est, je sais que je vais faire du ski de fond cet hiver, donc est-ce que je veux faire une course ou est-ce que je veux en faire sans optique de compétition? Voilà, c'est ça qui est dans ma tête actuellement quand je m'autorise à penser sport. Mhm. Flo, comment? Alors toi, tu es dans une situation particulière à titre personnel, c'est que tu es pas blessé, mais tu as une condition qui est un petit peu détériorée, on va dire. Donc j'imagine que ça pèse dans la balance. Il y a peut-être une priorité axée sur recouvrer la pleine forme, peut-être avant de penser aux objectifs, ou pas du tout. Tu t'es déjà fixé tes objectifs. Je t'avoue que je me suis un peu contenue parce que après l'Infernal Trail des Vosges, où finalement j'étais quand même plutôt très en forme, Dans l'air. j'ai arrêté au 130e et le lendemain je me réveille, enfin même pas le lendemain, le jour même quasiment, je me réveille 5 heures plus tard et j'ai zéro courbature et je vais marcher 10 km avec une copine dans les bois. Je me dis, bah c'est quand même trop bête quoi, t'es en forme, il aurait fallu faire un autre truc. Donc là j'avais très très envie de refaire un autre truc et c'est là où il faut faire attention parce que tu aies brillé dans ton objectif ou que tu aies été déçu par ton objectif, euh, bah, il faut se laisser un peu de temps pour décanter sur ce que tu vas faire après. Parce que dans l'excitation ou la frustration, tu pourrais avoir tendance à
en rajouter, puis faire finalement la course de trop ou le truc qui n'était pas super bien planifié. Donc, je me suis contenue, puis l'emploi du temps faisait que de toute façon, j'avais plus de week-end avant un long moment, donc c'était pas possible de s'aligner sur quoi que ce soit. Et puis bah, là, c'est vrai que depuis quelques mois, je galère avec une douleur qui m'empêche pas de courir, qui m'empêche pas de faire de l'ultra, parce que finalement, l'ultra, à mon niveau, se fait à basse intensité. Donc je ressens pas ces symptômes de garrot en lien avec ce que je sais aujourd'hui, un problème vasculaire au niveau de l'artère iliaque. Mais pour autant, bah, pour se préparer, il faut quand même monter dans les tours de temps en temps. Et ça, c'est juste un calvaire parce que ça fait très, 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 très mal. Mais Et tu qu'au peux bout pas aller de, au-delà, tu nous disais, tu peux pas aller au-delà de 9-10 bah, km/h sans que ça bah, soit en fait, souffrant, si quoi. je peux, mais sur un temps très court, et puis après, je suis obligée de marcher et avant de repartir ou de m'arrêter. Alors, ce qui est génial dans les douleurs vasculaires, c'est que dès que tu t'arrêtes, tu n'as plus mal. Mais dès que tu reprends et que tu remets de l'intensité, tu as à nouveau très, 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 très mal et ça te limite de façon Hmm. importante. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, je me suis rien prévu. J'attends d'avoir des échéances éventuelles voilà, de thérapeutique. Et puis sur un malentendu, je mettrai une échéance, mais sur quelque chose que je ferai avec, j'allais dire, sur les acquis, quoi. Hugo, tu as parlé de l'Istria 100. À quel moment, Je me dis, cette course-là, tu t'es dit, OK, ça, c'est ma course majeure pour 2023. Enfin, j'imagine que l'UTMB arrive aussi derrière, mais à quel moment, est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que Ah, c'est quand on m'a donné un bon gros chèque pour y aller, là, tu vois, j'ai dit, je ouais, c'est comprends, joli et tout. je comprends être Non, j'ai milliardaire même du jour payé au mon lendemain? dossard, tu vois, je suis vraiment bête. Pourquoi Tu as j'ai payé pris ton ça? dossard? Bah ouais, Bah voyons, quelle idée. parce que j'ai 797 d'index UTMB pour les 100 miles et il fallait avoir 800. Voilà, c'est bête, hein. Ah, c'est ballot. Et oui, c'est ballot. Mais bon, il faut bien que la règle stoppe quelqu'un à un moment donné. C'est comme le premier coureur qui est arrêté par la barrière horaire. Si tu veux, t'as envie d'avoir pitié pour lui, mais à un moment donné, t'es obligé d'en arrêter un, quoi. Au plein pas, j'ai 699. Ah ouais, bah toi aussi, t'es dans le même cas. Et c'est Je 700 pour les je femmes, crois c'est qu'ils ça? mettent tout le monde juste avant. C'est comme dans les magasins. T'as les prix qui sont Attention, propos complotistes, 0,99. Sabine, attention. Non, ouais, j'ai choisi ça parce que du fait de mon métier, en fait, j'ai beaucoup de disponibilité l'hiver, donc je peux m'entraîner beaucoup ou récupérer beaucoup, ce qui est intéressant aussi. Et du coup, il fallait le petit objectif de tout début de saison qui, pour moi, en fait, parce que moi, derrière, je coupe beaucoup en avril enfin, après la fin d'avril pour préparer le niveau de revoir que j'organise et puis après, les très gros début d'été au micro. Et du coup, voilà, mi-avril, bah, c'est idéal. C'est même un poil tard, tu vois. Et après, c'est une course by UTMB. Il faut absolument que je fasse un podium si je veux participer à l'UTMB. Donc, Condition l'objectif sine qua était de non pour trouver. participer. Les Canaries, voilà, je suis déjà allé cette année. Je me suis dit, bah tiens, ce serait marrant de trouver un objectif qui te plaît où t'as pas nécessairement besoin de prendre l'avion. Et voilà, Istria, moi j'ai 8 heures de voiture. On est 4 à y aller, là, 4 copains. Donc, je me suis dit, bah, les planètes ont l'air de s'aligner. Banco, on y va. Et voilà, après, ça laisse 1, 2, 3, 4 mois et demi avant l'UTMB, donc de quoi récupérer et préparer correctement l'autre objectif, si tant est que j'arrive à me qualifier, ce qui pour l'instant est encore du conditionnel. Donc c'est ça, on a pour l'instant, en gros, tu as la première partie de saison que tu peux construire, et puis ensuite, en fonction du résultat, bah, peut-être que tu vas modifier ta saison, ce sera l'UTMB ou quelque chose d'autre. Exactement, parce que après, je peux encore m'en rattraper avec un autre ultra en juin pour me sélectionner. Alors, c'est pas idéal parce que la date convient moins, parce que la récup de Istria sera pas bonne et tout. Donc là, on misera uniquement sur de la chance. Donc ouais, après le 15 avril, c'est pas défini. L'UTMB, bah, ça se trouve, j'y participerai pas en 2023. Donc à ce moment-là, il faudra trouver autre chose à faire. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu as donc ton gros objectif de début de saison et Mmh. tu vas maintenant construire, tu vas aller chercher les petits trails qui vont te permettre de monter en puissance jusqu'à ton pic de forme sur l'Istria. Mais c'est pas encore déterminé, tu es dans cette réflexion-là, c'est ça? C'est ça. Et du coup, ce qu'on a fait avec le coach, c'est qu'on a tout déterminé jusqu'à Istria. On a mis les blocs, tu vois, parce que ce que j'ai eu tendance à faire l'année passée, puis même peut-être un peu avant, alors tout s'était perturbé par le Covid. À un moment donné, on s'est retrouvé à prendre le dossard qui traînait parce que on n'en pouvait plus. C'est que j'avais besoin d'un cadre, tu vois, de dire voilà, c'est la compétition, c'est tel jour, c'est pas la semaine d'après, il y a ça, c'est sympa. Non, 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 ça va pas dans la planification, donc c'est tel jour.
Et puis voilà, tu vois, comme disait Sabine, c'est vrai que des fois dans la saison, on se retrouve à se dire ah bah tel week-end, c'est vrai que j'ai aucune contrainte. Ah bah il y a telle course, ça c'est sympa et tout. C'est ce que j'ai eu tendance à faire, ça m'a pas porté, c'était pas terrible. Donc voilà, là on retourne à un cadre plus rigoureux, quoi. Sabine, ton niveau actuel te laisse, je Ouais, pense, une pouvoir machine. avoir des prétentions, par exemple, pour les championnats de France de trail qui auront lieu probablement en mars, avril. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as dans la tête, sans vouloir te mettre quelque pression que ce soit, mais est-ce que cette échéance-là, qui est un peu plus vague, est-ce que c'est quelque chose que tu mets dans ta planification possible? Ouais, oui, du coup, c'est en mars. Alors, bah, c'est dans ma tête et je pense que j'irai, mais c'est vrai que alors mars, bah, tu vois déjà, si j'y vais, j'ai envie de me mettre sur le long parce que clairement maintenant c'est un peu plus, là où je peux tirer mon épingle du jeu par rapport à un parcours très rapide avec les Le petits long étant assez semblable très probablement au Festival des Templiers, Templiers, ouais. autour de 70 En kilomètres, plus, ouais. c'est vrai que du coup, si c'est loin, tu vois, quitte à faire un déplacement, moi j'aime bien, faire la longue et mais par contre, voilà, c'est mars, moi j'habite le Vercors. Déjà le Ventoux, je l'ai La neige est préparé encore là. que en courant dans la neige et je me dis: «S'il faut préparer 70 bornes en courant dans la neige, il va falloir trouver quelque chose dans l'équation». Parce que clairement, si j'avais un client qui me disait ça, je lui dirais: «Il y a au niveau des chocs, là, il y a quelque chose qui va pas jouer». Bon après, tu vois, moi ma famille est côté de ma mère, du coup ça s'entend pas dans mon nom, mais c'est des Provençaux. Donc il y a moyen d'aller courir, en Provence un petit peu pendant l'hiver, tu vois? Il suffit de quelques blocs et c'est jouable. Je pense que j'y serai, mais ça fait partie des choses à définir, ouais. Et je voulais juste aussi, du coup, Hugo et Florence, les 2, vous disiez un peu la même chose, ouais, de pas se jeter dans l'enthousiasme ou pour, combler sa déception sur une course et ça, c'est une des premières choses que Pascal Balducci m'avait dit, quand j'ai commencé à entraîner avec lui. Il m'avait dit: «Après une course réussie, tu es invincible et tu as envie de faire, plein de choses» et c'est là qu'en fait, il faut vraiment se méfier que l'euphorie après une course, réussie ne te pousse pas à reprendre, trop vite un dossard parce que c'est là que les ennuis, commencent parfois. Les organisateurs, sont friands justement de ça, parce que c'est pour ça que beaucoup d'organisateurs ouvrent les inscriptions juste à la fin, puisque les gens qui sont contents, et euphoriques ont tout de suite envie d'être, éventuellement de nouveau au rendez-vous l'année prochaine. Donc ça peut être effectivement, intéressant. Est-ce que c'est une erreur, à l'inverse, de ne pas planifier sa saison? D'y aller en disant: «Bah, on verra», plutôt que de Ben, se ouais, bah, tu pas ta performance parce que ça veut dire si tu choisis tout au dernier moment, ça veut dire que tu fais pas de préparation spécifique, mais ça peut être un plaisir, pour certains, peut-être il y en a aussi qui angoissent de consacrer beaucoup de temps à préparer une course et que derrière ça se passe pas bien, tu vois? C'est toujours moins stressant de te dire: «Bah, en fait, je n'y suis pas préparée», donc tu sais, c'est un peu comme, les cancres qui veulent pas réviser pour être sûr que leur ego est pas en jeu s'ils ratent, quoi. Mais ouais, on va pas obliger les gens à définir un planning, mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux chercher à progresser, il vaut mieux quand même, définir des objectifs. vous êtes d'accord avec ça, Flo, Hugo? Ouais. Ah bah, moi, je trouve que si tu oui, si tu as envie d'être, bon à un moment donné, tu as pas trop le choix que de planifier. C'est le principe de l'entraînement. Donc planifions notre saison 2023. Ouais, On après, t'as toujours des gens qui réussissent parce que bah, le sport est quand même pas très très professionnel. Du coup, il y a des courses où le niveau est relativement bas. Tu tombes pas forcément sur une course de haut niveau sans t'être vraiment préparé. Et puis aussi, des fois, tu as des phases de l'année où tu es en forme pour des raisons qu'on maîtrise peut-être pas forcément encore. La magie de l'effort, la beauté du truc, côté mystique. Et boum, ça tombe le moment où tu as décidé de faire telle course. Moi, ça m'était arrivé au Beaujolais Village Trail. Pas spécialement prévu d'être en forme. Puis bon, finalement, 30e kilomètre, 12 de moyenne, malgré un peu de dénivelé. Voilà, des fois, c'est, ouais, des fois, on l'explique pas. Et ça peut être le jour où tu as décidé de faire une course un peu une semaine avant, quoi. Donc,
Ouais. Je pense qu'il y a vachement un facteur de stress, en fait. Que pour tes courses objectifs, des fois, tu t'en fais une montagne dans la tête, justement, et qu'une course à laquelle tu vas finalement en étant en forme, tu as mal nulle part, tu t'es entraîné depuis un moment, et puis tu te mets zéro pression et ça réussit bien. Super, je suis sûr qu'on va avoir pas mal à picorer là, dans cette discussion-là pour chacun faire notre saison 2023. La bande AD+, c'est presque terminé, mais avant ça, je vais faire un ultime tour de table pour que l'on partage nos coups de cœur ou nos coups de pompe. Coup de cœur ou coup de pompe? Entre- Allez avec Florence. Coup de cœur ou coup de pompe? Ou les deux? Peut-être un petit peu les deux. Énorme coup de cœur après avoir visionné le teasing de François Hinault sur l'organisation de son premier grand raid du Finistère officiellement qui aura lieu en 2023, mais il y a eu un off en 2022. Franchement, ce teasing nous vend du rêve avec des paysages incroyables, une organisation aux petits oignons, une bienveillance à toute épreuve. Donc vraiment un énorme coup de cœur pour François et sa belle organisation à venir. Il y met Euh, du cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. ouais, ça pourrait être un objectif qui me séduit. Et puis, Oh, annonce. et puis coup de pompe en fait parce qu'en fait j'ai réécouté l'émission de l'UTMB à un moment donné et à la question qu'est-ce qu'un bon et un mauvais trailer, je m'étais trouvée en fait pas très bonne. Je m'étais dit zut, pourquoi t'as pas Oh. pensé à faire cette réflexion là et juste j'avais envie d'apporter un tout petit peu plus à ma réflexion en me disant que finalement et ça va un peu avec les débats qu'on a eu aujourd'hui. Finalement, pour moi, le mauvais trailer, c'est celui qui met la course à un mauvais niveau dans sa vie. C'est-à-dire que la course ne devrait pas prendre l'ampleur que ça prend dans sa vie familiale, sa vie professionnelle et les injonctions qui se met à la pratique de cette course à pied et de ses objectifs. Donc, quelque part, je pense que le bon trailer, c'est celui qui la met à... Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Thomas qui dit souvent ça, mais comme la Thomas priorité des Lord-Blanchet. choses accessoires, mais ça reste quelque chose d'accessoire quand même. Eh bien, c'est entendu. Ceux qui veulent réécouter, enfin écouter d'abord l'épisode, c'est l'épisode 10, la spéciale Voilà. UTMB, et puis on a mis sur sur YouTube d'ailleurs aussi et de Distance Plus et la page Facebook de Distance Plus la vidéo précisément de ce débat avec notamment Casquette Verte et Johan Mettet. C'était le débat de fin d'émission spéciale. Sabine, coup de cœur ou coup de pompe? Je peux faire 2 coups de cœur? Ah mais oui, oui. Bah, du coup, quand même, il y a Non. un coup de cœur pour la perf de Courtney de Walter au Grand Raid de la Réunion. Ouais. Et un autre coup de cœur, c'est notre ami Nicolas Martin. Je sens qu'il est en pleine forme là. Nico, c'est pas la première fois qu'il nous fera le coup d'avoir un petit coup de mou pendant l'été et d'être en pleine forme à l'automne. Donc j'espère qu'il va nous écouter avant les mondiaux. Bonne course, Nico. Fais-nous rêver à distance. Alors, pour la petite histoire, donc il a gagné au Festival des Templiers l'une des petites courses, la VO2, Ouais, mais il a atomisé la VO2. atomisée. Ouais, Il a fait un sprint en fait. voilà. Et au moment où on sera diffusé, je suis pas sûr que sa course aura. Non, Je pense que normalement, on est diffusé. Donc là, on enregistre, on est vendredi, c'est jeudi ouais. prochain. Et eux, ils courent le week-end. Donc, Eh ben donc il aura eu le temps d'entendre ton gentil message et on va lui souhaiter énormément enfin un gros merde et puis qu'il nous fasse une belle perf. Hugo, ah ben oui non c'est bon. Hugo, coup de cœur, Ouais. coup de Bah, moi, pompe. j'ai un coup de cœur, Nico, pour le maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc Ah tiens. qui a enfin retrouvé le goût du sport parce qu'on l'avait laissé. Alors, c'était le 21 septembre, il était vraiment pas content, il était chonchon. Il avait tapé un peu sur l'UTMB en disant que c'était mal écologiquement, organisationnellement. Enfin, il y a rien qui allait. Hein. Il liste tout dans sa lettre.
Je cite, cela ne rapporte pas d'argent à la commune. Donc là, on comprend pourquoi il n'était pas content. Cela en coûte, donc on comprend encore plus, car on leur donne des subventions. Ah bah oui, on va t'en donner à tout le monde. Toutes nos équipes techniques mettent 1 voire 2 journées à tout mettre en place. Et qu'est-ce que je vois hier? Tour de France 2023, découvrez le parcours de la 17e étape, Saint-Germain-Mont-Blanc, Courchevel. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs sont tous allés voir une étape du Tour de France, mais par rapport à l'UTMB, c'est un autre niveau, l'organisation. C'est un tout petit peu plus pénible à mettre en place, parce qu'on a des fermetures de route, il y a la police, il y a tout ce qu'il faut. Niveau barrière, c'est la folie. Hein. Alors là, si les équipes techniques, elles étaient surchargées avec l'organisation de l'UTMB, à mon avis, là, on va avoir des suicides d'ici le Tour de France, tellement ça va être dur. Donc, je suis content parce que visiblement, il a retrouvé l'amour du sport. Ça y est, il a retrouvé sa capacité organisationnelle. Et puis, je suis heureux de savoir que le Tour de France ne pollue absolument pas, malgré toutes les motos et les voitures suiveuses qu'on peut voir, les camions des équipes, les hélicoptères à 4 vélos. Mais oh là 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 là, c'est un bilan carbone neutre qu'on nous propose sans aucun doute. Donc, fêtons l'arrivée du Tour de France tous ensemble. Vive le sport à Saint-Germain-Mont-Blanc. Coup de cœur en pied de nez. J'aime beaucoup. Je pense que ça coûte cher aux concitoyens en plus, parce que les communes, tu me diras, sans aucun doute. Les communes, elles payent assez cher pour être ville étape du Tour de France. Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça que le Tour de France, il est jamais vraiment comme tout le monde le voudrait, parce que il y a certaines communes qui peuvent pas se permettre un départ ou une arrivée, et du coup, en fonction de l'intérêt de l'étape ou non, c'est dur d'aller chercher vraiment la ville dans laquelle on voudrait que ça arrive ou que ça parte. Donc voilà, c'est toujours des petits compromis à faire. Allez, moi je termine avec une série de coups de cœur en rafale, en retournant il mitraille, brièvement. Nico. Oui, je mitraille. En retournant brièvement sur l'île de la Réunion, où j'ai eu le plaisir d'animer 2 émissions de la bande AD+, que je vous recommande évidemment d'aller écouter si c'est pas déjà fait. Mais bref, dans l'épisode hors série, dans le vif de la Diagonale des Fous, enregistré avant le départ, je me suis entretenu avec une vingtaine de personnes. Plusieurs d'entre eux ont couru la Diag et c'est pour cela que j'ai des coups de cœur. Donc en rafale, coup de cœur pour Antoine Guillon, qui avait annoncé un top 10 et qui a terminé 10e, évidemment, de sa 15e diagonale. Coup de cœur pour David Haus, solaire à la veille du départ, confiant qu'il pouvait devenir le premier homme à gagner les 3 courses individuelles du Grand Raid. Quelques heures après le départ, 2 fausses routes lui ont fait péter les plombs et sortir complètement de sa course. Malgré sa tristesse et son état d'énervement, il a fait le déplacement pour venir au micro de l'émission spéciale de la bande AD+, sur le site d'arrivée de la Diag, et il nous a livré un témoignage à cœur ouvert, la grande classe. Allez écouter ça. Coup de cœur pour Dorian Louvet, oui, le gars de Koh-Lanta. Il a débuté le trail en juin dernier à Tahiti en remportant le 10 km du Xterra Moorea. 4 mois plus tard, il a pris le départ de la Diagonale des Fous parce que tout le monde lui disait que c'était débile de courir 170 km sans expérience, qu'il n'y arriverait pas. Il a dit haut et fort qu'il passerait la ligne d'arrivée en assumant sa grande naïveté, mais au prix de l'aventure, il a terminé la course en 42h20 avec le sourire. C'est peut-être pas un exemple à suivre, mais l'histoire est belle. Coup de cœur pour Daniel Guyot qui a terminé sa 27e diagonale sur 29 à l'âge de 62 ans, en pile 10 heures plus que Dorian. Respect. Coup de cœur pour Sébastien Champion, monsieur 32h32. Il m'avait confié vouloir améliorer son temps par rapport à sa belle performance de l'an dernier. Il avait bouclé la diagonale en 32h32 et 7 secondes. Il a fini cette année en 32h32 et 6 secondes. Fabuleux. Coup de cœur pour Céline et Ludovic Pommeret. Ludo Pommeret qui était le vainqueur avec Daniel Jung en 2021. Le couple a fêté ses 30 ans de vie commune en prenant le départ ensemble de la 30e édition du Grand Raid de la Réunion. Ils ont malheureusement dû prendre la décision, d'arrêter la course parce que Céline souffrait de 2 grosses tendinites, mais non sans faire un gros clin d'œil puisqu'ils ont arrêté après 30 heures de course. Enfin, coup de cœur pour Casquette Verte, il fallait le citer quand même dans cette émission, qui a pris le départ avec une côte fêlée. Il a couru seul devant pour se faire plaisir pendant quelques kilomètres sur le front de mer et il est allé au bout malgré une grosse chute qui aurait pu être franchement dramatique. Il termine loin, au-delà de la 100e place, mais il est allé au bout de sa folie. Chapeau l'artiste. C'est la fin de cette 15e émission de la bande AD+. Un gros merci à tous les 3, Sabine Erström, Hugo Ferrari et Florence Morisseau. Merci à tous. Merci.
La Bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de La Bande AD+. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau de stations de trail, tout particulièrement aujourd'hui la station de trail des Pays de Saint-Jean-de-Mont, que vous pouvez facilement retrouver sur le site web et l'application OnPiste. Le design sonore de La Bande AD+, est signé Lucas Aska Hennessy et la couverture de l'émission est toujours l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Merci aussi à Nicolas Rodi. Et merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et ou de nous écouter. Pensez à suivre l'émission sur votre plateforme de podcast préférée et à partager cet épisode s'il vous a plu. À plus dans La Bande AD+.